Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et tout ça. Bienvenue à nouveau sur le stream, sur la chaîne où on parle d'Europe et où l'Europe vous parle. Comme vous l'entendez ce soir, on est en français pour une raison simple. Notre invité de ce soir est français, c'est un député européen encore une fois. Un député européen français puisque on va recevoir, vous voyez à l'écran la petite fiche de présentation que j'ai faite. Donc ce soir on a Claude Gruffat avec nous, donc un député français du groupe des Verts. Donc on est sur la gauche de l'hémicycle, soit en politique française ou en politique européenne. Il est député européen depuis 2020, donc ça veut dire qu'il est arrivé après le Brexit, en fait, puisqu'il y a un quota de députés qui est arrivé après que les députés britanniques soient partis. Donc il y en a deux ou trois, je crois, deux ou trois ou quatre, je sais pas, qui sont arrivés en 2020 pour remplacer les Anglais. Donc Monsieur Gruffat est arrivé en 2020. C'est son premier mandat, évidemment. Il a 65 ans et au Parlement européen, du coup, il est membre de la Commission des affaires économiques et monétaires et il est suppléant en Commission du marché intérieur, en Commission de l'agriculture, en Commission spéciale sur le Covid et dans la sous-commission sur les affaires fiscales. Donc, un portefeuille assez large en termes de commission, mais du coup, ça va couvrir plein de sujets intéressants par ailleurs. Avant qu'on se lance dans l'interview et tout ça, comme d'habitude, petit rappel des règles pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux avec nous ce soir. Donc, Monsieur Gruffat va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il va aller profiter du reste de sa soirée ou travailler, si malheureusement il a encore à travailler. Vous aurez malheureusement à rester avec moi pendant une petite demi-heure après pour débriefer l'interview, discuter ce que vous en avez pensé, répondre à des questions complémentaires, etc., etc. J'aurai aussi 2-3 trucs à vous annoncer, donc ça sera aussi l'occasion pour l'occasion de le faire à ce moment-là. Que vous dire d'autre? Oui, voilà, j'ai préparé mes questions comme d'habitude, hein, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez bien entendu suggérer des questions via le chat, c'est là pour ça, je garde un œil là-dessus, donc vous pouvez réagir, vous pouvez suggérer vos questions, je piocherai dans vos suggestions, mais comme d'habitude, faites ça dans la bonne humeur et sans spammer. Et bien évidemment, on est sur une chaîne parlant de politique européenne, donc, on va couvrir que les questions de politique européenne, hein, on va pas parler de politique nationale, sauf si c'est lié aux questions européennes. Mais sinon, on va pas parler de politique nationale. Et sur ce, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc on va se lancer dans l'interview. Bonsoir Monsieur Gruffat, bienvenue sur la chaîne et merci encore d'avoir pris le temps de prendre le temps de venir nous répondre ce soir. Bonsoir, c'est avec plaisir. Écoutez, vous m'avez entendu déjà faire ma petite introduction, dire qui vous êtes, dans quelle commission vous êtes, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, que vous voudriez préciser avant qu'on se lance dans le dur des choses? Non, peut-être juste compléter que, comme vous l'avez souligné, je suis que depuis 2 ans et demi en politique et avant, professionnellement, j'étais engagé dans le monde de l'agriculture biologique, de la consommation des produits biologiques. Et j'ai co-créé en France un réseau de distribution coopératif bio qui s'appelle Biocop. Voilà, pour info. Donc, mon monde écolo, moi, c'est le développement de la bio partout où c'est possible, dans l'agriculture, dans la transformation des produits, dans la consommation et la distribution des produits. Alors du coup, enfin voilà, vous l'avez dit, bon, vous êtes vert, vous avez un background professionnel qui est plutôt lié à l'agriculture, à l'alimentation, donc, et ça correspond à peu près à ce que, en général, quand les gens pensent au vert politiquement, ils disent bah tiens, ça va parler d'environnement, ça va parler d'agriculture, etc. Et quand on regarde vos commissions, vos commissions principales, c'est commission sur la fiscalité, commission monétaire, commission sur sur des questions où on s'attend pas nécessairement à trouver les verts au premier abord. Alors, évidemment, les verts pensent des choses sur ces sujets-là, mais du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller en commission de fiscalité, en commission monétaire, alors que vous avez un background plus agriculteur? Alors déjà, il y a tous les groupes politiques qui sont présents dans toutes les commissions. Ça, c'est une nécessité. Donc, on trouvera des Verts dans la commission de l'environnement. Évidemment, comme vous le soulignez, c'est assez logique. On les retrouvera dans l'agriculture, mais on les retrouvera dans les commissions droit, droit de la femme. On les trouvera dans toutes les commissions. Il y en a une petite trentaine au Parlement européen, donc mais c'est juste logique. Alors pour ma part, moi, quand je suis arrivé, comme je suis arrivé après coup, quand les Britanniques sont sortis, les députés britanniques ont quitté le Parlement, et nous, on est arrivés et on a bouché les trous. On n'a pas vraiment choisi, etc. Moi, mon choix, ça aurait été évidemment d'être titulaire en commission agriculture. Eh ben, je suis suppléant et c'est déjà bien. Et de toute façon, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, entre titulaire et suppléant, on a la possibilité de faire des dossiers, de travailler des dossiers de la même manière, etc. Ça joue juste au niveau des votes, mais c'est tout. Donc, après, dans la commission économie, c'est une commission qui est importante, qui est intéressante. Fiscalité, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que
on va travailler là les ressources pour financer toutes les décisions qu'on prend. Et aujourd'hui, l'Europe n'est qu'une union d'États, n'est pas encore une fédération d'États, n'a pas encore de budget propre. Son budget dépend des budgets des États européens. Et on travaille particulièrement à une réflexion pour essayer de faire en sorte d'augmenter les ressources de l'Union européenne, donc d'avoir des nouveaux prélèvements. On parle de taxation carbone aux frontières, par exemple, pour avoir une compétitivité, une compétition juste entre les entreprises de l'extérieur de l'Europe et celles de l'intérieur, eu égard aux règles qu'on s'applique pour moins polluer, pour respecter le climat, etc. Bon, bah, si ça tombe un jour, ça fera des ressources propres pour l'Union européenne. On parle de taxation des super profits. Le jour où ça tombe, bah, ça sera des ressources supplémentaires pour l'Union européenne. Donc voilà, voilà les sujets qu'on travaille et qui font qu'on est présent sur ces dossiers-là. Et du coup, vous l'avez dit, voilà, vous avez un peu bouché les trous quand vous êtes arrivé en 2020, vous êtes retrouvé dans des commissions qui n'étaient pas forcément naturelles pour vous. Et comment vous avez fait du coup un peu pour creuser votre trou, en fait, dans une commission où vous n'avez pas forcément d'affinité initialement? Comment vous avez fait, bah tiens, comment vous avez abordé un peu les sujets, et comment vous êtes approprié un peu les différents sujets? Eh ben, les sujets qui arrivent, ils arrivent en général sur la table parce que la Commission, qui est un autre organe du fonctionnement de l'Union européenne, et puis le Conseil, le troisième organe, hein, les trois co-décideurs sur le plan de l'avancée des dossiers qu'on traite au niveau de l'Union européenne. Bon, c'est la Commission souvent qui amène des dossiers sur la table en disant voilà, sur cette mandature, on va travailler tel sujet, tel sujet, tel sujet. Puis après, année par année, ben, cette année, sur la fiscalité, on va travailler la taxation des multinationales, on va travailler tel sujet, tel sujet. Et du coup, on rentre dedans. Alors, on n'est pas des experts, nous, les politiques. Les experts, ils sont autour de nous, c'est-à-dire nos attachés parlementaires, c'est-à-dire les attachés parlementaires des délégations par pays. Et puis après, chaque groupe politique, donc le paquet des Verts européens, 72 Verts européens, a un staff d'experts qui aident à travailler les dossiers. Parce qu'évidemment, quand on arrive, comme vous le disiez, dans des sujets comme ça, on est loin d'être des experts. Par contre, on a une vision politique sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut faire, etc. Donc, en gros, on dit où on veut aller, nous, les politiques, et puis nos staffs techniques autour, ils nous disent comment on y va. Et du coup, puisqu'on parle un peu vous avez parlé un peu du sujet des ressources propres, donc de l'argent que l'Union européenne pourrait collecter pour elle-même pour alimenter son budget, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, le budget européen, c'est, je crois, 70%, c'est les contributions nationales, donc des contributions du budget français. Le français signe un chèque à l'Union européenne pour contribuer au budget, etc. Et donc tous les États font ça. Et pour le moment, quand il y a des ressources propres, c'est-à-dire la capacité de l'Union européenne à se financer elle-même, c'est des prélèvements sur un bout de TVA, un bout sur je crois que c'est sur une taxation sur le sucre, etc. Et in fine, pas un scandale, mais un fantasme, parce qu'on entend, ah oui, l'Union européenne va créer un impôt. Est-ce que, d'une part, est-ce qu'il y a des impôts européens, et s'il n'y en a pas, est-ce que vous pensez que ça pourrait être éventuellement une voie pour créer des ressources propres et accroître le budget européen? Alors, il n'y a pas d'impôt européen pour l'instant, pour répondre à cette partie-là de la question. Le budget européen, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 milliards d'euros par an. Et c'est un budget qui est voté en début de mandature pour 5 ans et après chaque année on l'ajuste, etc. À titre de comparaison, le budget de la France c'est 450 milliards, le budget de l'Allemagne c'est plus. Donc c'est juste pour dire que le budget de l'Union européenne est un petit budget pour finalement harmoniser la qualité de vie de près de 500 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, l'Europe a besoin d'un budget complémentaire pour pouvoir faire plus de choses, travailler mieux, améliorer la mobilité dans les États, améliorer la qualité de l'agriculture dans les États, améliorer tout ce qui tourne autour du climat, de l'environnement, etc. Il y a énormément de choses à faire. Donc, à un moment donné, oui, évidemment, il va falloir créer des prélèvements nouveaux pour pouvoir financer tout ça. Et un cas très concret, à la sortie du Covid, on a décidé un plan de relance économique pour l'ensemble des États de l'Union européenne. Ça a fait quand même pas mal de bruit. 750 milliards d'euros à distribuer dans les 2 et 3 années qui viennent là. Ça, évidemment que dans le cadre du budget, c'est un budget supplémentaire au budget annuel. Quand on décide ça et qu'on veut le mettre en œuvre parce qu'il y a une extrême urgence et qu'on veut lutter contre la faillite des entreprises, le chômage, etc., la dégradation du tissu économique européen, et bien quand on décide ça dans des proportions pareilles, on ne sait pas
on a décidé qu'on ne rembourserait pas avant 2028. Donc, c'est déjà des prêts longs. Mais quand on décide ça, on ne sait pas comment on va le rembourser, c'est-à-dire avec quelle taxe on va le rembourser, etc. Qui va le rembourser? Donc, ça veut dire que maintenant, il faut qu'on travaille à des sujets pour créer les ressources qui, dans 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, vont nous permettre de rembourser ce plan, ce programme d'investissement colossal, hein, parce que c'est vrai qu'il est quand même important, mais qui était absolument indispensable pour sauver l'économie des États européens. Donc maintenant, la réflexion, c'est avec quoi on va le financer. Alors, il y a des sujets qu'on a travaillé que j'ai encore pas cités, mais la lutte contre l'évasion fiscale, en Europe, c'est quand même assez énorme, hein. Elle est estimée à 1000 milliards d'euros par an, hein, l'évasion fiscale. Donc, on a des sujets comme ça, c'est donc des ressources potentiellement supplémentaires assez conséquentes. Et puis, faire en sorte que tous les acteurs économiques payent normalement leurs impôts à l'intérieur de l'Union européenne. Les multinationales, aujourd'hui, elles travaillent dans l'Union européenne, elles prélèvent de la richesse dans l'Union européenne, mais après, elles vont se cacher dans des paradis fiscaux ailleurs dans le monde pour payer un minimum d'impôts. Et en Europe, pour certaines, elles payent 0 € d'impôts. Et Donc, c'est pas très, on n'est pas dans la justice fiscale là, on est dans la concurrence fiscale. Et ça, il n'y a pas plus mortifère comme système que de laisser s'étendre et de laisser perdurer des systèmes aussi pervers que ça. Pourquoi? Parce qu'on appauvrit tout le monde dans l'histoire. On appauvrit une société civile et les gens courent après. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'avec les super profits et les prix galopants, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la santé avec les vaccins, mais ça, les gens l'ont moins vu parce que ce n'est pas eux qui ont payé, c'est l'Union européenne qui a payé, etc., etc. Et ben, à un moment donné, quand il y a des profits gigantesques qui se font, il y a des prix qui peuvent s'envoler avec la spéculation et la manipulation des marchés, et je pèse mes mots parce que c'est la réalité, et on a des réunions pour travailler contre ça en ce moment. Aujourd'hui, j'étais dans des réunions comme ça. Et ben, si on n'arrive pas à juguler et à réguler un certain nombre de choses, on est dans un monde sauvage et tout le monde s'appauvrit. Donc, je parlais des populations, mais je parle aussi des collectivités locales, hein, qui ont de moins en moins de ressources, qui n'arrivent plus à boucler leur budget, etc., etc. Quand, par exemple, les GAFAM qui ont leur siège en Irlande, l'Irlande est un paradis fiscal, ce qui veut dire que l'ensemble des Google, tout ce qui tourne autour de ça, aujourd'hui, prélève de la richesse par son activité économique sur l'ensemble des pays, des 27 pays de l'Union européenne, rapatrie tout en Irlande. En plus, ils ont un système qui est adossé sur le trésor américain, il y a une partie qui repart là-bas. Et ça veut dire qu'il y a 26 pays qui ne voient absolument rien de ressources fiscales de ces entreprises-là. Et ben donc, ils ont pris de la richesse, ils ne la renvoient pas fiscalement comme c'est. Ça veut dire que c'est des entreprises qui utilisent les savoirs, qui utilisent les écoles, qui ont formé des gens qui sont leurs salariés, qui utilisent des routes pour que leurs salariés viennent au travail, qui utilisent des hôpitaux pour que leurs salariés soient soignés, etc., partout en Europe. Donc, et ils utilisent ces infrastructures et ils ne reversent rien pour les financer, parce qu'il faut qu'il y ait un retour, hein, forcément à un moment donné, sinon il y a épuisement et ça ne fonctionne pas. Et voilà, bon, donc ça nous amène à une situation où il faut qu'on travaille beaucoup de sujets aujourd'hui pour constituer un futur budget de l'Union européenne pour pouvoir financer l'ensemble des activités. Alors, puisque vous évoquez juste le cas de l'Irlande et notamment la fiscalité autour de ça, la Commission européenne, elle a essayé de s'attaquer à ça, notamment la commissaire Margrethe Vestager, donc la commissaire à la concurrence, qui a, de manière fameuse, lancé un cas contre l'Irlande, justement, en demandant à l'Irlande de récupérer 13 milliards d'euros d'impôts non payés auprès d'Apple. Et la justice européenne, il y a quelques semaines, a retoqué en fait le cas de Vestager en disant non, en fait. L'Irlande avait raison, ça n'est pas un problème de concurrence, du moins ça ne relève pas du droit de la concurrence que l'Irlande donne un cadre fiscal avantageux. Donc est-ce que pour vous cette décision de la Cour de justice elle casse un petit peu les efforts qui étaient faits par Margrethe Vestager et par d'autres pour essayer de ramener un petit peu de la juste fiscalité en Europe, ou est-ce qu'il faut changer le droit, ou est-ce que la Commission européenne avait une mauvaise approche pour commencer? Non, on a une commissaire, Vestager, qui est une commissaire courageuse, parce qu'elle va s'affronter à des vrais dossiers et des dossiers lourds. Donc ça, c'est bien qu'il y ait des gens de la commission qui travaillent comme ça. Donc elle a gagné son premier combat, et donc il y a eu une amende, effectivement, à l'Irlande de 13 milliards et quelques.
Ensuite, l'Irlande a refusé le versement de cette amende, en fait. Et donc, et d'où les résultats que vous évoquez. Alors, moi, je pense que la bataille n'est pas finie. On va retourner au charbon sur cette question-là. Ça pose la question de quoi? Ça pose la question de comment les États européens jouent le jeu de l'Union européenne. Et là, on est en face d'un vrai problème politique. C'est-à-dire que euh, quand on se comporte comme l'Irlande en termes de fiscalité, et je ne dis pas ça pour tous les comportements de l'Irlande, hein, mais sur la fiscalité, le comportement n'est pas loyal avec les engagements pris au moment de l'adhésion à l'Union européenne. Et là, maintenant, ils doivent arrêter de ce type de comportement. Alors, comme les États ne le font pas volontairement d'arrêter, eh ben, c'est à l'ensemble de l'Union de poser des règles suffisamment carrées pour qu'il ne puisse pas y avoir ce genre de comportement. Alors pour les paradis fiscaux, par exemple, eh ben, il faut mettre en place des textes et des règlements qui interdisent le principe des paradis fiscaux. Faire en sorte que ce ne soit plus possible. Parce qu'aujourd'hui, si ça se fait, c'est juste parce que c'est possible. Hein. C'est pas interdit. Hein. Toute la cavalerie, toute l'évasion fiscale, etc. Aujourd'hui, elle se fait parce que juste elle est possible, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne et que ce soit sur le reste de la planète. Il n'y a pas d'accord de prix pour que ce soit pas possible. Nous, au niveau du Parlement européen, nous, le groupe des Verts, on s'est battu pour qu'il y ait une liste des paradis fiscaux en Europe et qu'on la reconnaisse. Aujourd'hui, on a 6 ou 7 États européens qui sont des paradis fiscaux. Mais on n'a pas décidé de dire, voilà, ça, le Luxembourg est un paradis fiscal, les Pays-Bas, c'est un paradis fiscal, l'Irlande, c'est un paradis fiscal, Malte, c'est un paradis fiscal, avec tout ce que ça veut dire derrière, pour éviter qu'ils se comportent mal vis-à-vis de la fiscalité de l'ensemble des copains au niveau de l'ensemble des 27. Et voilà. Et là, bah, voilà, là, il y a tout un travail. Donc, évidemment, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il faut travailler. Mais le problème, c'est que quand on parle de fiscalité, les décisions qui se prennent, elles se prennent nécessairement et forcément à l'unanimité des 27. Parce que ça, c'est dans les traités de l'Union européenne au départ. Alors évidemment, si on dit qu'il faut interdire les paradis fiscaux en Europe, il y en aura bien au moins un qui va dire qu'il n'est pas d'accord. Si l'Irlande dit je ne suis pas d'accord, mais qu'il y en a 4 ou 5 qui disent je ne suis pas d'accord, bah, le dossier est plié. Donc il va falloir trouver des systèmes pour faire des réformes maintenant qu'on est à 27 sur des décisions qu'on a prises à 6, puis à 12, puis à 15. Quand on est un petit nombre comme ça et qu'on se connaît bien, on sait que ça va marcher, etc. Puis il y a des choses qui n'ont pas été prévues et aujourd'hui ça dérape. Donc maintenant il faut trouver des solutions pour réparer ça. Et puisqu'on parle de paradis fiscal, vous avez dit, voilà, dans votre liste de paradis fiscal, vous avez cité le Luxembourg. Je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, j'avais une de vos collègues vertes luxembourgeoises qui était sur la chaîne Tilly Metz. Et je lui ai posé la question, justement, voilà, votre pays, souvent, on le taxe de paradis fiscal. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et elle dit, non, je suis pas d'accord avec l'appellation paradis fiscal. Alors oui, effectivement, le Luxembourg avait des pratiques qui étaient pas très jojo. Il y a eu quand même pas mal de réformes, etc. Mais je ne pense pas que ce soit pour autant un paradis fiscal à proprement parler. Il faut reconnaître un peu les efforts qui ont fait. Donc, quand vous entendez ça de la part d'une collègue verte, enfin pour vous, est-ce que c'est les Luxembourgeois qui couvrent le Luxembourg, ou est-ce qu'il y a aussi un effort qui a été fait par le Luxembourg qui pourrait mettre le Luxembourg à la frontière en dehors des paradis fiscaux? Mais il y a des efforts qui sont faits sous la contrainte, mais il y a des efforts qui sont faits. Donc les pays évoluent régulièrement. Alors moi, je ne veux pas nier qu'il y ait des évolutions. C'est clair, il y en a et il faut les reconnaître. Mais après, mon propos, c'est de dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'il faut accepter de le lire et de le voir, de le partager, de se le dire et après de partager les chemins pour faire évoluer les choses. Parce que c'est vrai que ces États, ils ne vont pas changer du jour au lendemain parce qu'eux, ils ont toute une construction budgétaire, etc. Luxembourg, ces ressources-là, c'est 60% du budget du Luxembourg quand même. Hein. Donc ça ne se met pas en question en un an. Il faut du temps. Mais moi, mon propos, c'est de dire il faut quand même à un moment donné appuyer sur le bouton départ pour que les choses puissent se faire. Après, on prend le temps qu'il faut pour qu'elles puissent se faire sans dégradation et sans bobo, mais à un moment donné, il faut décider de démarrer. Et l'Union européenne, encore une fois, trouvera sa force et sa grandeur à travers un budget propre. Ce budget propre, il faut le construire. Évidemment, j'appuie un peu où ça fait mal en parlant des pays qui ne jouent pas le jeu. Après, il y a tous les pays qui jouent le jeu et c'est les grands pays et on passera le cap et on trouvera les solutions. Et aujourd'hui, vous savez, quand moi je suis arrivé, le budget propre et les 750 milliards à financer, c'était absolument pas
C'était absolument pas dans le paysage. C'était Ouais. bien avant le Covid, etc. Et puis, on a une grosse crise qui arrive et forcément, là, du coup, ça amène. Et ça, c'est une façon assez récurrente d'évolution de l'Europe. L'Europe évolue crise par crise. On a des crises graves. Là, on a une crise grave sur la guerre en Ukraine avec l'envolée des prix de l'alimentation et de l'énergie et du gaz, etc. Et ben c'est là que les Européens se posent la question de savoir comment on va faire pour acheter mieux notre énergie. Jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question. Chacun faisait son beurre dans son coin avec ses contrats, etc. etc. Et puis là, maintenant, on commence à acheter le gaz ensemble. Bah, tiens, ça, c'est carrément nouveau dans le paysage. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant. Et pour l'agriculture, etc., ben, on commence à parler de souveraineté, on commence à parler de relocalisation, et donc du coup de changer notre fusil d'épaule sur la façon de faire de l'agriculture, pour nourrir qui, pour nourrir quoi, etc. Parce que quand on a ouvert le dossier là-dessus, on s'est rendu compte tout d'un coup, quand on fait pose le constat, 19% du blé produit en Europe va à la consommation humaine, 54% à l'alimentation des cochons et des poules, et il y en a 15% qui finissent dans l'énergie pour rouler. Donc, manger ou rouler, ça doit être un sujet déjà qu'il faut travailler, qu'il faut traiter. Et puis après, on fait de l'agriculture pour nourrir des animaux ou pour nourrir des humains. Et du coup, derrière, ça déclenche tout un nouveau fonctionnement de réflexion sur notre consommation de viande, sur le mode d'élevage qu'on fait, l'agriculture industrielle, pas industrielle, etc., etc. Bah, puisqu'on parle d'agriculture, passons à ce sujet-là. Il y a, donc vous l'avez dit, évidemment, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine a eu a eu des effets collatéraux, notamment dans le secteur agricole et sur le marché alimentaire. Et il y a des réflexions, il y a des débats qui se font aujourd'hui sur est-ce que la ligne qu'on avait définie jusqu'ici en matière de politique agricole, et je ne parle pas seulement de la PAC, mais aussi par exemple les efforts en matière environnementale, puisqu'il y avait ce qu'on appelle les projets Farm to Fork, donc comment rendre le secteur agricole plus vert, entre guillemets. Et il y a des débats sur est-ce que ces programmes Farm to Fork, on ne devrait pas les mettre un petit peu de côté ou revoir leur ambition compte tenu de ce qui se passe, de l'impact de la guerre en Ukraine qui accroît les prix des denrées alimentaires sur le marché mondial, de l'impact sur l'énergie, etc., etc. Donc est-ce que pour vous, faut revoir aussi les ambitions vertes sur l'agriculture et le modèle d'agriculture à cause de l'Ukraine, ou faut garder le cap? Il ne faut surtout pas changer de cap. Il faut garder le cap et voire même l'intensifier. Et c'est contre-intuitif. Donc, il faut qu'on explique pourquoi je dis ça. Quand l'Europe dit il y a la guerre, il faut produire plus, on va remettre en culture les terres en jachère qu'on a dans le cadre de la PAC et qui étaient devenues des zones de biodiversité et qui étaient devenues des zones d'intérêt écologique importants, etc. Quand on dit on remet ces surfaces en culture, c'est normalement 4% de la surface agricole européenne. Mais c'est 0,4% de la production agricole européenne. Pourquoi? Parce que ce qui est parti en jachère dans le cadre de la PAC, ce n'est pas les meilleures terres agricoles, tout le monde s'en doute bien, c'est les plus mauvaises. Donc, c'est des terres qui ont joué leur rôle pour faire de la biodiversité, etc. Et donc, remettre ça en culture et casser 20 ans de non-traitement de ces zones-là, et donc d'une biodiversité qui avait commencé à redémarrer, etc., pour faire 0,4% de production supplémentaire, c'est ridicule, c'est epsilon, ça ne répond absolument pas à la question de on a besoin de manger plus. Ça, c'est un premier point. Après, deuxième point, il ne manque pas de produits alimentaires pour nourrir l'Europe aujourd'hui. L'Europe est largement autosuffisante et on peut même exporter et on peut même continuer à vendre à ceux qui dépendent de l'Europe au niveau de la production et qui dépendaient de l'Ukraine et de la Russie, comme l'Égypte, comme la Tunisie, enfin, comme tous les pays d'Afrique du Nord, etc., qui sont importateurs. Et quand je dis qu'ils dépendent, l'Égypte dépend à 80% du blé Ouais. d'Ukraine et de Russie. Et les pays du Maghreb à 50%, et d'autres pays dans le monde, pareil. Il y a 2,5 milliards d'habitants dans les différents pays qui sont concernés par cette dépendance. Donc ça rigole pas. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive quand même à livrer des céréales, etc. Mais l'augmentation des prix et la spéculation qu'il y a aujourd'hui sur l'alimentation, c'est pas une question il manque des produits parce que Oui, oui, c'est la demande, elle est toujours là, mais la production, elle est toujours là. Et la spéculation, c'est juste un prétexte, c'est la guerre, et les spéculateurs, ils en profitent pour s'emparer de ça, pour faire de l'augmentation des prix, etc. Ce qui est d'une immoralité totale, hein. Nous, on le dénonce énormément. Et maintenant, on travaille sur comment on peut faire pour au moins contrôler
la spéculation, au moins l'aborder de manière à ce que ça ne parte pas dans les tours et sur des considérations d'augmentation de prix infinies. Hein, parce que quand le feu prend dans la folie de la spéculation, on ne tient plus rien. Hein. Et du coup, qui paye les pots cassés? Ben, c'est les gens, hein, parce que le problème derrière, c'est ça. C'est les gens d'un côté, parce que pour la consommation humaine, et puis c'est tout l'élevage aussi, parce que c'est-à-dire que les éleveurs, eux, les animaux, ils les nourrissent avec des céréales. Donc quand les céréales coûtent de plus en plus cher, évidemment, l'alimentation du bétail coûte de plus en plus cher, au point qu'à certains moments, ils n'arrivent plus à vendre leurs animaux au prix pour couvrir le prix de l'alimentation, et ils arrêtent l'élevage. Hein. Donc on a aussi des phénomènes comme ça qui commencent à apparaître. Et toujours sur sa question agricole, on l'a dit, vous l'avez dit un peu en introduction, professionnellement, vous venez du monde de l'agriculture biologique, du bio. Comment, enfin, il y a tout un débat sur est-ce faut qu'on se davantage bio, enfin en tout cas faut produire de manière davantage environnementale la nourriture, et à côté on dit oui mais attendez le bio on peut pas en faire non plus des quantités infinies, donc est-ce que l'agriculture bio pour vous c'est quelque chose qui doit être complémentaire à une agriculture qui a été un peu plus de masse, ou c'est quelque chose qui devrait viser à remplacer l'agriculture de masse? Mais je pense qu'on ne va même pas avoir le choix de se poser la question, parce que la dégradation environnementale provoquée par l'agriculture industrielle dans les proportions dans lesquelles on est aujourd'hui font que ça ne va pas être tenable et supportable encore longtemps. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, la fertilité des sols. Il y a eu un rapport de l'ONU en octobre 2019, si j'ai bonne mémoire, qui a traité de l'état de la fertilité des sols dans le monde. La dégradation de la fertilité des sols est considérable, et surtout dans nos pays. Donc, sous le joug de l'agriculture industrielle et des pesticides qui tuent la vie dans les sols, la fertilité des sols est en train de s'effondrer progressivement. Pour ceux qui ne le savent pas, les rendements arrêtent d'augmenter. On a des nouvelles techniques, on pousse à l'augmentation des rendements, les rendements sont en train de régresser. Eu égard, 1, au climat, 2, à la baisse de la fertilité des sols. Donc, la recherche d'une pression au rendement et à la production, on arrive au bout. On est en train de toucher les murs, et maintenant, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Alors, les autres solutions, on nous dit, c'est les OGM, les nouveaux OGM. Alors, on continue de pousser dans la technologie pour continuer à faire plus dans ce sens-là. Moi, je pense que l'avenir, il est dans le respect des rythmes de la vie qui sont capables de produire et de nourrir. Et l'agriculture biologique, l'agroforesterie, toutes les agronomies diverses qui se pratiquent et qu'on connaît, pour ce qui est en Occident, ici en Europe, après il y en a d'autres modèles aussi ailleurs dans le monde, sont en capacité de nourrir l'humanité. Ça a été démontré dans de multiples rapports, et je reciterai celui d'Olivier de Scutter en 2012, qui a été renouvelé en 2018-19, où on fait la démonstration que nourrir des milliards d'hommes sans agriculture industrielle, c'est largement possible, et ça dégradera beaucoup moins l'environnement, la santé, etc. Et on ne sera pas obligé de travailler dans la maltraitance animale, parce que maintenant on parle quand même de bien-être animal, etc., que dans laquelle sont les unités de production industrielle de l'agriculture. Parce que, vous savez, il y a un moment, il n'y a pas de limite là non plus. Dans l'industrialisation, vous avez entendu parler, on a vu ça il y a 1 mois, 2 mois, les Chinois qui ont largement communiqué sur leurs immeubles à cochons. Ils ont construit des immeubles de 25 étages en mettant je ne sais pas combien de dizaines de milliers de porcs dedans pour faire de l'élevage vertical. Bien sûr, on va savoir faire. On va savoir faire. Donc, du coup, on fait de l'élevage en ville. On fera de la proximité. Hein. De la production de proximité. Alors, pas pour nourrir les cochons, parce que forcément, ça restera toujours de l'alimentation qui viendront des terres plus loin. Mais c'est pour dire que dans l'industrialisation et le non-respect du bien-être animal, on est capable d'aller loin. Parce que mettre des cochons dans des tours, on a mis les humains dans les tours, d'accord, mais maintenant on y met les cochons, les poulets, les machins, sur 25-30 étages de haut, puis bientôt ça sera 50. Je ne pense pas que là on soit sur le bon chemin. À mon avis, là, l'humain sur la planète, il est en train de se mettre à dos trop d'énergie de vie dans un sens négatif. Ça ne va pas être gratuit. Ça ne va pas être gratuit, c'est pas possible. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à aller dans ce sens-là. Alors, mais si je continue le raisonnement, vous savez, il y en a qui disent trouver la solution pour tout régler. Hein. La viande de laboratoire et les végétaux de laboratoire. Donc là, on n'a plus besoin d'agriculture du tout.
On fait tout fabriquer par les bactéries et on produit dans les laboratoires toute l'alimentation pour les humains. Bon après, sur les questions de viande de laboratoire et pour le coup, enfin on a toujours un niveau un peu, je vais pas en dire expérimental parce qu'on sait que chez Singapour, ils ont autorisé, je crois pour la première fois la consommation par humain mais c'est pas autorisé sur le territoire européen. Il y a pas eu de. Mais la question d'autorisation, c'est qu'une question de décision. Quand on sait faire, on décidera, c'est pas un problème. Il y a déjà 2 unités de production en Europe, hein. Donc, et tous les milliardaires de la planète investissent là-dedans, hein. C'est un sujet qui est franchement et sérieusement travaillé. Moi, ma question, c'est la santé humaine Oui voilà, là-dedans. c'était ma question ensuite. Ben, c'est tout mais c'est ce qu'on a déjà commencé à payer avec l'agriculture industrielle, parce que vous savez, la vie, nous, les humains, on est fait pour digérer ce qui nous environne depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Quand on brutalise notre alimentation et qu'on va très vite en transformation, du coup, aujourd'hui, on consomme tout ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, etc., des produits que l'organisme humain connaît mal, peut, pas, digère mal, etc. Donc ça a plein de conséquences. La première, que vous connaissez tous, les allergies. Aujourd'hui, sur la planète, enfin dans nos pays riches, développés, un bébé sur 2 qui naît a une allergie. Donc c'est quand même assez significatif. Et ça vient de la qualité de l'alimentation qu'on donne aux gens. Quand dans la sélection, on transforme le patrimoine génétique des plantes qu'on consomme, quand normalement on est fait pour consommer des céréales qui sont à 7 chromosomes ou à 12 chromosomes historiquement, et je parle depuis plusieurs siècles, et qu'on les transforme rapidement avec notre génétique et notre agriculture moderne depuis moins d'un siècle, forcément, quand vous digérez des nouveaux patrimoines génétiques comme ça, l'organisme humain, il ne les reconnaît pas, il les reconnaît mal. Et du coup, on les digère mal, on les absorbe mal, et du coup, on dérègle notre propre santé, notre propre système immunitaire, etc., etc. C'est tout ça les conséquences qu'il y a derrière. Alors, on peut s'amuser, on peut se faire plaisir, on peut tout industrialiser, mais on va vivre combien de temps en bonne santé dedans? C'est la question qui est posée. Et on commence à avoir les réponses, parce que, encore une fois, l'agriculture industrielle, ça a moins de 80 ans, et on voit déjà tout ce que ça a eu comme impact sur la santé des humains. Et je ne parle pas de la santé de l'environnement. Alors, une dernière question sur l'agriculture avant qu'on passe à un autre sujet. Toujours sur le bio, là, le bio, donc là, on en a parlé, c'est une voie pour aller vers quelque chose de plus sain, mais à côté, si on regarde la dimension plus sociale, le bio est souvent associé à des prix plus élevés. Donc, souvent, quand on parle de bio, on dit ah bah oui, effectivement, le bio, on va dire le bobo parisien peut se permettre d'aller à son magasin bio pour acheter ses légumes bio, etc. Mais les classes plus populaires, bah elles ont pas les moyens de s'acheter du bio. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que, on va dire, de l'alimentation saine puisse être accessible financièrement à tous? Que aujourd'hui une agriculture de masse entre guillemets permet ou favorise. Alors, il y a comment je vais répondre à ça? Déjà d'expliquer la différence du prix et puis après voir les solutions pour pouvoir y remédier. Aujourd'hui, le prix des denrées alimentaires qu'on trouve dans les magasins, les grandes surfaces, etc., c'est le prix factuel, le producteur, le transformateur, et on arrive au magasin, ça coûte tant. Ces produits ont déversé ce qu'on appelle des externalités négatives, des pollutions dans l'environnement. Ces pollutions, il faut les traiter derrière. L'eau, il faut la dépolluer pour que les gens puissent la boire. L'eau au robinet, il faut qu'elle soit potable, donc il faut la dépolluer. Les nitrates, les métaux lourds, les pesticides, etc., qu'on a mis dans les sols, etc., bah, du coup, à un moment donné, on les retrouve dans l'eau, donc il faut dépolluer. Ça, c'est les citoyens qui payent. Mais ils ne le payent pas dans le prix du produit quand ils achètent leur barquette de pommes de terre ou leur sac de 2 kilos de pommes de terre au supermarché. Alors, on a un prix avant des pollutions, facialement quand on achète. Ouais. Mais quand on réintègre le prix de la pollution sur le prix de vente des fruits et légumes, enfin de tout, mais ça change considérablement le prix. Hein. Et alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, etc., et toutes les études, mais ça peut être 3 fois, 4 fois le prix qui est vendu, hein, quand on réintègre les externalités. Et du coup, il faudrait les réintégrer selon vous ou Alors, aujourd'hui, on ne pourra pas faire ça brutalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'il faut réduire cette agriculture-là, ce modèle d'agriculture-là, de soutenir plus les agricultures vertueuses sans les externalités négatives, sans polluants, pollution par les engrais chimiques, par les pesticides, etc., et les rendre et les amener sur le marché accessibles aux consommateurs. Ça, c'est des politiques, hein, politiques de prix. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle touche
14 milliards d'euros d'aide publique, dont une partie vient de l'Europe, le reste de l'État, l'agriculture biologique ne touche presque rien, alors qu'elle ne pollue pas et alors qu'elle rend des services environnementaux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que l'agriculture biologique, aujourd'hui, elle enrichit la biodiversité, elle protège l'eau, la qualité de l'eau, elle protège la qualité de l'air, elle améliore la fertilité des sols. Tout ça, elle le fait gratuitement. Et pour avoir des politiques publiques qui rémunèrent ces services environnementaux et qui, du coup, permettent aux agriculteurs de vendre à un prix différent ce qui sort de la ferme, puisque dans le travail qu'ils font, ils ont une partie qui est rémunérée par ailleurs. Donc, et du coup, ça serait plus une économie agricole de la récompense, d'aller vers de la récompense aux agriculteurs qui ne polluent pas et qui protègent l'environnement, etc. Et après, on peut pénaliser les autres ou alors demander à ce qu'on réduise d'autres modèles d'agriculture. Moi, je suis plus pour dire qu'il faut maintenant emmener les modèles d'agriculture occidentale vers de la non-pollution et donc les accompagner pour passer en bio. Et ça prend des années d'accompagnement, ça ne va pas se faire en 15 jours non plus, c'est clair. Alors passons à un sujet un peu différent, même si on a commencé un tout petit peu à le toucher du doigt, c'est la question de la crise de l'énergie et donc du mix énergétique. Hein. On sait depuis le début de la guerre en Ukraine, même si ça avait commencé un petit peu avant, les prix de l'énergie sont élevés, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on se fournit en énergie, etc. Donc ça relance tous les débats sur le nucléaire, les énergies renouvelables, etc. etc. Si on parle des énergies renouvelables, on le sait, hein, les énergies renouvelables, leur problème, entre guillemets, c'est qu'elles ne sont pas constantes. Hein, donc souvent, il faut des énergies de backup hein, pour quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, etc. Donc pour vous, est-ce que en termes d'énergie de backup, en complément des énergies renouvelables, vous voyez quoi? Vous voyez quelque chose, vous voyez une place pour le nucléaire, le gaz, le charbon? Qu'est-ce qui pour vous pourrait être une énergie de backup acceptable pour les énergies renouvelables? Ou l'hydrogène, ou le stockage. Ben bon, des solutions, il peut y en avoir. Déjà, je vais juste revenir sur la question de l'intermittence des renouvelables et, versus l'intermittence du nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est vachement bien, c'est efficace, ça tourne tout le temps, sauf que là, en ce moment en France, je sais si on paye pour le savoir en ce moment, on a quand même 56% des réacteurs qui sont à l'arrêt. Il y en a très peu qui ont été remis en route en réalité, là, à l'heure où on parle maintenant. Donc, on a la moitié de notre parc qui ne fonctionne pas. Et cet été, vous savez qui est le plus gros consommateur d'eau en France, et puis dans les autres pays où il y a du nucléaire, en tout cas en France, parce qu'on a quand même pas mal de réacteurs, c'est le nucléaire, le premier consommateur d'eau. Et de très très loin. Et quand on a des années de sécheresse comme on a eu cet été, ben, il y a des réacteurs qui ont été mis à l'arrêt. Parce qu'on ne peut pas les refroidir parce qu'il n'y a plus d'eau dans les rivières. Ou on les a mis en sommeil, au ralenti. Donc, on arrive aussi à avoir des problèmes d'intermittence, même avec le nucléaire. Donc, il ne faut pas fustiger l'un pour l'autre. Je dis Non, ça, mais ça, et pour dire, non, mais ce n'est pas vous qui dites ça, mais je sais que je l'entends tellement de dire, ouais, mais vous êtes des rigolos avec le renouvelable parce que c'est intermittent, parce que ceci, parce que cela. Pour moi, la bonne réponse à une demande énergétique, la première réponse, c'est de consommer le moins possible. Que ça aussi, ça fait partie des réponses. Et on commence à être un peu sérieux là-dessus, puisqu'on est dans un moment de crise et que tout le monde essaye de serrer les boulons pour dire comment on fait pour baisser de 10% nos dépenses énergétiques. Et on voit que sans se priver, on y arrive. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du boulot à faire de ce côté-là et qu'on peut avoir des éléments. Après, le développement des énergies renouvelables, la France a pris beaucoup de retard, l'Allemagne est beaucoup plus avancée, une décision qui a été prise il y a 20 ans, mais ils n'ont pas lâché le cap. Aujourd'hui, tout le monde rigole de l'Allemagne parce qu'elle a remis en route le charbon, évidemment, parce qu'elle est en train de se priver de gaz d'un côté, donc elle remet en route, etc. Mais eux, ils sortent du charbon en 2030, et ça, c'est sûr. Parce que leur plan de production avec les énergies renouvelables va leur permettre de sortir du charbon à ce moment-là. Donc il y a une détermination politique et une orientation politique qui a été très forte et qui fonctionne. Moi, je regrette qu'en France, on tergiverse encore sur cette question-là et qu'on remette en route la question du nucléaire, alors que tout ce qu'on décide aujourd'hui, ça ne va pas démarrer avant 2045-2050. Donc de toute façon, on a un délai de latence là qui est gigantesque. Faire un parc éolien offshore en mer, ça prend entre 4 et 6 ans.
Donc c'est quand même pas les mêmes durées, ça va quand même un peu plus vite. Et les productions, c'est loin d'être ridicule. C'est vraiment des productions qui sont intéressantes. Alors après, comment on fait la nuit, etc. Moi, j'ai pas les réponses à tout. Il y a encore de la recherche à faire. Le stockage, ça va faire partie des réflexions majeures d'avenir. L'hydrogène, tout le monde parle beaucoup de l'hydrogène, et on parle d'hydrogène vert, hein, pas Oui, d'hydrogène fait avec c'est du ce que pétrole, etc. j'allais mentionner, oui. On n'est pas. Et ben, là, il y a des solutions à trouver. En tout cas, je crois qu'il y a une réflexion sur des mixtes et qu'on n'a encore pas fait le tour de la question. La première chose, c'est prendre une décision qui dit on va passer sur des énergies renouvelables parce que c'est la clé de sortie qui permet la meilleure souveraineté. Parce que du nucléaire, ça fait pas de gaz à effet de serre, etc. Ok. Les déchets, c'est quand même 250 ou 350 000 ans. Parce qu'on ne sait pas combien ça dure, de toute façon on n'a pas de recul. Et puis il n'y a pas d'uranium en Europe, hein. Donc on est toujours dépendant. Donc en réalité, si on veut vraiment être dans la souveraineté énergétique, comme dans la souveraineté alimentaire d'ailleurs, hein, c'est pareil, il faut qu'on trouve des solutions qui fassent qu'on ne dépende pas, pour le point principal du fonctionnement du système, qu'on ne dépende pas de l'extérieur et de pays qui sont politiquement plus ou moins stables. Et quand c'est pas stable, ça vient de nous péter dans les doigts, on a vu ce que ça donne. Et puisqu'on est sur renouvelable, un autre argument qu'on entend, c'est dit voilà, effectivement, faut faire, si on veut faire si on veut faire du solaire, si on veut faire de l'éolien, on a besoin de composants, notamment de terres rares. Et ces terres rares, bah, on n'en a pas non plus en Europe, ça vient principalement de Chine. Donc, un argument, c'est ouais, mais en fait, on est en train de substituer une dépendance par une autre dépendance avec un autre pays qui est vu que l'immense majorité des capacités de production de terres rares en France, dans le monde, c'est la Chine. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aussi gérer cet aspect-là? Alors déjà, quand on a des terres rares chez nous, il faut accepter de les exploiter. Et ça vaut pour les batteries. Et on a ce qu'il faut pour le faire. Donc, bon, il y a une décision qui a été prise dans le Massif central d'étendre une zone d'extraction qui est déjà existante. Il y en aura d'autres ailleurs en France. Pour l'instant, on a vu que c'était pas simple d'ouvrir ça. Mais ça, c'est un vrai débat, hein, y compris au sein des écolos. Il faut qu'on ait des débats responsables par rapport à ça, hein. Oui, parce Là, que moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut pas se voiler la face par rapport à ça. Après, la première réponse qu'on pousse, c'est de dire on ne va pas faire des voitures électriques de 1,5 tonne avec des batteries qui pèsent 800 kilos pour promener un bonhomme. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir à comment notre mobilité, on l'a organisée jusqu'à maintenant. Quand le pétrole coûtait rien, etc., on y allait à bride abattue, on n'a pas réfléchi aux différentes modalités pour notre mobilité. Mais maintenant, on est obligé de se poser la question. Donc, les constructeurs travaillent sur des véhicules légers. Si on leur demande, ils vont le faire, hein, et on trouvera des solutions. Et donc, si on a des véhicules légers, on aura des batteries beaucoup plus petites. Donc là, on répond déjà à la moindre consommation de terres rares, etc. J'ai entendu qu'on avait, en tout cas en recherche, inventé la batterie perpétuelle. C'est-à-dire qu'on va aussi travailler dans ce sens-là. Donc, la recherche là-dessus n'a pas dit son dernier mot. Et j'espère bien qu'on va trouver des solutions qui vont nous permettre d'être économes sur la rotation, etc., des matières premières pour ces éléments-là. Et puis, c'est la mobilité par le collectif, hein. On a défait tout le système ferroviaire qu'on avait, qui était un vrai maillage du territoire pour la proximité partout en France. Il y a un moment donné, il va falloir le reconstruire pour faire en sorte que chacun puisse utiliser facilement ces modes-là de transport. Après, reste le milieu rural où on va être loin et qu'il faudra des voitures. Mais là, il faut trouver des voitures les plus économes possibles, les plus légères possibles, etc., pour faire en sorte que. Mais encore une fois, vous savez, on dit, on parle de la voiture, etc. Aujourd'hui, 48% des trajets qui sont faits en voiture chaque jour en France sont des trajets de moins de 1 km en voiture. Déjà, si on commençait à rayer de la carte toute cette partie-là pour dire aux gens, vous pourriez quand même le faire à pied ou en vélo, on répond déjà à une partie du problème de la pollution, de la mobilité, de la consommation, etc. etc. Donc, voilà, il faut se remettre en question par rapport à des habitudes de luxe qu'on avait pris depuis des décennies et qui nous remettent en question aujourd'hui dans nos modes de faire, quoi.
Alors, une dernière question sur la question environnementale, c'est pas tout à fait sur les questions européennes, mais je trouve la question intéressante d'un point de vue politique, donc j'ai essayé de la prendre quand même. C'est une question sur les limites, sur l'activisme environnemental. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, des débats sur notamment les gens qui vont dans les musées et qui mettent de la peinture enfin, des produits sur des œuvres d'art pour dénoncer et demander la fin des énergies fossiles. Et ça a créé un débat sur est-ce qu'au fait, au final, ces méthodes-là, même si les gens ont de la sympathie pour la cause environnementale, ça ne serait pas contre-productif puisque les gens se disent mais attendez, c'est quoi ces méthodes où on s'attaque à de l'art, enfin il n'y a pas un risque de retourner l'opinion politique contre une partie de la cause environnementale parce qu'il passerait un peu pour des gens un peu extrêmes. Donc comment est-ce que vous déjà vous considérez que c'est une pratique, ce type d'activisme est quelque chose qui se justifie? Est-ce que ça va trop loin ou quelles sont les limites? Enfin voilà, comment vous approchez le Non, mais truc? on peut pas soutenir ce genre de choses. Mais moi, ce que j'ai compris de cet acte, de ces quelques actes, c'est de dire d'utiliser la culture symboliquement par rapport à la culture, à tous les sens du terme dans lesquels on baigne. Et la culture, par exemple, par rapport à notre environnement, comment on le considère, comment on le traite, c'est quoi la connaissance et la culture qu'on a par rapport à ça, la culture par rapport à notre alimentation, la culture par rapport à tout ce qui fait. Et je crois qu'ils ont pris le contre-pied d'utiliser la culture, pour le coup, au sens direct du terme, pour s'exprimer, etc. Après, moi, je n'ai pas une bonne idée d'aller jeter de la confiture ou de la purée de tomates sur des tableaux, mais moi, je l'ai lu comme ça. En fait, c'est une façon de s'exprimer. C'est comme il y a quelque temps ceux qui allaient décrocher le portrait de Macron dans les mairies. Bon, c'est une façon de dire les choses et de mettre de la symbolique derrière, etc., etc. Je trouve que bon, mais faut le comprendre. Mais c'est pas pour ça que je dis que je le soutiens et que je dis qu'il faut continuer et l'amplifier. C'est pas le sujet. D'accord. Alors passons à complètement autre chose cette fois. Donc vous êtes député européen, le siège du Parlement européen est à Strasbourg, mais en même temps, bah, vous travaillez au quotidien à Bruxelles. Il y a même un Parlement européen au Luxembourg. Donc du coup, il y a un débat sur ok, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Parlement à Strasbourg? Pourquoi est-ce que les députés européens ils vont là-bas une semaine par mois? Est-ce que ça se justifie? Comment est-ce qu'on compense? Comment est-ce qu'on rentabilise un Parlement à Strasbourg qui est utilisé une fois par mois? Donc comment vous abordez cette question du siège de Strasbourg? Ben, en fait, c'est une question qui est liée à l'histoire. Quand on a fondé l'Europe, dans les traités, chaque État recevait une des institutions européennes sur son territoire. La France avait le Parlement européen et symboliquement, elle ne l'a pas mis à Paris, elle l'a mis à Strasbourg. Parce que Strasbourg, culturellement, dans l'histoire de l'Europe et notamment le lien avec l'Allemagne, d'aller mettre le Parlement européen sur la frontière entre l'Allemagne et la France, compte tenu de l'histoire, parce que attention, l'Europe, c'est en 1958 qu'on a décidé, bon après, c'est construit dans les années suivantes, mais donc symboliquement, c'était un acte extrêmement fort de la construction de l'Europe, de la réunification, de la paix, etc., etc. Donc le sens de l'installation du Parlement européen à Strasbourg, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est toujours ça. Les traités n'ont pas décidé de le modifier et de le changer. Après, dans le temps, qu'est-ce qui s'est mis en place? Mais il s'est mis en place que à Bruxelles, les députés, enfin, il y a des bâtiments qui se sont construits pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le Parlement européen, mais je trouve que ça a été fait proche des autres bâtiments européens. On n'est pas allé mettre ça de l'autre bout de la Belgique, ça a été fait à 200 mètres de la Commission, etc., qui étaient d'ailleurs des bâtiments qui étaient faits pour la culture, etc. Au début, c'était fait pour ça. Et après, ben voilà, ces bâtiments, ils sont là, ils sont vides, on peut s'en servir. Il y a des bureaux à côté, on a monté des immenses bureaux tout autour, et puis on a installé progressivement, sans en parler plus que ça, toute la sphère du Parlement européen à Bruxelles pour des raisons pratiques, parce que effectivement la Commission est à Bruxelles, parce que le Conseil est à Bruxelles. Bon, la BCE est à Francfort, bon, c'est pas très loin, mais c'est quand même à Francfort, etc. Et aujourd'hui, on reprend le problème à l'envers en disant ouais, c'est complètement débile d'aller à Strasbourg, etc. Voilà, la construction, c'est ça. Maintenant, on pourrait prendre la décision de dire bah, on met le Parlement en permanence à Strasbourg, puisque la France a le Parlement, et on pourrait demander à tout le monde d'aller à Strasbourg, point. Et, Bon, et alors il se trouve qu'on a laissé les gens travailler à Bruxelles et maintenant on est en train de remettre en question le fond. Voilà. Et du coup, comment est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec vos collègues verts, mais non français, parce que les verts européens sont très critiques du Parlement de Strasbourg. Ils disent, bah voilà, autant un tour à patrie à Bruxelles. Donc comment est-ce que vous faites entendre cette sensibilité un peu différente auprès de vos collègues allemands, italiens et autres chez les verts?
Ouais, bah, et on a le débat, hein. On en discute. Alors eux, ils le traitent sur un aspect technico-économique. Mais moi, ma réponse, bah, c'est celle-là, c'est de dire, mais en fait, la BCE, elle est à Francfort, c'est vachement loin, il faut la ramener à Bruxelles, les gars, hein. Ça tient pas la route. Vous avez, il y a énormément d'instances. En Allemagne, ils en ont, je sais pas, 5 ou 6, mais au Luxembourg, ils ont les leurs. Il y en a partout. Donc, soit on dit, on ramène tout au même endroit, on va couvrir la Belgique d'Europe, parce qu'il va pas y avoir assez de place pour loger tout le monde. Et du coup, bah voilà, c'est une décision, c'est une organisation de l'Europe, et pourquoi pas, hein. Moi, Soit on dit il y a des instances qui sont réparties sur l'ensemble des États, et du coup, alors maintenant, si ça pose un problème de déplacer, parce que je suis d'accord que ça coûte et que c'est pas très rationnel, hein, de déplacer 2500 personnes une semaine par mois pour aller à Strasbourg, etc. On peut décider de les mettre en permanence à Strasbourg, point. Et puis, quand ils se déplacent à Bruxelles, ils prendront le train pour aller à Bruxelles faire voir ce qu'ils ont à voir avec la Commission, comme quand ils vont à Francfort voir la BCE, ou comme quand ils vont au Luxembourg voir, etc. D'accord, très clair. Toujours sur le Parlement européen, hein, les prochaines élections européennes sont en 2024, donc on se rapproche gentiment des échéances électorales. Et en France, un débat qu'on voit émerger sur la gauche, c'est la question de une éventuelle alliance NUPES pour les élections européennes. Donc la NUPES, c'est cette grande alliance de la gauche qui s'est faite en juin pour les élections législatives, qui a permis l'élection de beaucoup de députés de gauche. Et du coup, maintenant, il y a le débat, est-ce qu'il devrait y avoir une alliance NUPES pour les élections européennes, ce qui ne va pas de soi pour un bon parti, une bonne partie des partis qui sont membres aujourd'hui de la Nupes à l'Assemblée nationale. Donc vous, comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre une Nupes aux élections européennes? Bah, je ne sais pas si les questions pour et contre, ça n'a pas de sens. À l'échelon européen, ça n'a pas de sens. Si on fait une liste unique entre les Verts et la LFI, quand on arrive à l'Europe, il n'y a pas de NUPES à l'Europe, hein. Du coup, on répartit les élus comment? Entre la GUE d'un côté, la gauche, hein, mais la GUE dans le jargon européen, et puis les Green EFA de l'autre côté. On va les trier comment sur la liste? Déjà, ça, c'est une première question. Après, il y a la question, moi personnellement, en tout cas, je pense que ça me paraît difficile d'aller faire une liste unique avec des gens qui ne sont pas pro-européens et qui prônent la désobéissance européenne quand ça les arrange. Donc là, franchement, je suis pas très fair-play, mais j'estime que c'est pas logique et c'est pas et l'identité européenne qui est portée par Europe Écologie Les Verts en France, avec tout ce qu'on peut mettre derrière, aujourd'hui, moi je me vois pas aller porter ça avec des groupes politiques qui sont vraiment à l'envers de ça, vraiment à l'envers de ça. Alors du coup, vous anticipez un peu ma question suivante. J'allais vous poser la question, justement, la question de la désobéissance européenne. Alors, vous avez déjà dit là tout de suite que vous étiez assez critique de cette notion de désobéissance européenne. Alors, du coup, je semble comprendre que vous n'êtes pas en faveur de cette désobéissance européenne. Pourtant, si on regarde dans un contexte français, la désobéissance européenne, c'est dans le programme de la NUPES qui a été signé par l'Europe Écologie Les Verts en juin. Donc, comment... Est-ce que y a eu un sacrifice de l'Europe en juin pour la NUPES? Est-ce qu'il y a un débat interne qui doit avoir lieu chez les Verts pour trancher la ligne? Enfin, comment vous approchez ça, vous? Non, mais moi j'approche ça, quand on a fait la NUPES en France, c'était pour les élections législatives. Et c'était pour les élections législatives, rien d'autre. Et pour moi, ça ne répondra pas à des prochaines élections, même en France, sauf si c'est opportun, et dans ce cas, il faudra le faire. Mais pour moi, la NUPES, elle avait vocation à construire cette Assemblée nationale. Si on n'avait pas fait ce contrat-là entre nous, ceux qui l'ont signé, les uns et les autres auraient eu beaucoup moins de députés qu'on en a eu aujourd'hui. Donc ça a porté ses fruits, c'était malin de le faire, il a fallu le faire, mais ce n'est pas la réponse à tout pour 20 ans, hein. Ça, on en est loin. Donc, et après, il faut rediscuter. Et vous l'avez souligné, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets, et on est divisé sur un certain nombre de sujets. Alors, ça n'empêche pas de construire momentanément un contrat, mais ça ne va pas répondre à tout. D'accord. Ouais, donc du coup, je comprends bien. Voilà, la désobéissance européenne, ça n'a pas l'air d'être trop votre tasse de thé. Et du coup, comment, enfin, parce qu'on entend notamment du côté de LFI, on entend Manon Aubry défendre à tous les moyens possibles et imaginaires en disant voilà, oui, mais en fait, on appelle ça peut-être ça différemment. Nous, on appelle ça de la désobéissance européenne, mais les autres partis ont peut-être des mots. Mais du coup, est-ce que
pour vous, il y a un possible dénominateur commun autour de cette notion de désobéissance européenne, ou pour vous, c'est de l'hérésie et c'est juste incompatible complètement en termes de Non, mais ligne les gars, si on construit l'Europe et qu'on va siéger à l'Europe, c'est pour faire des textes et des lois qui conviennent et qui sont acceptables. Et après, quand on revient chez soi, on déchire pas le contrat, quoi. Et à un moment donné, faut respecter ce qu'on a décidé ensemble quand on était ensemble. Moi, ça, j'entends bien les raisons qui arrivent sur le tapis qu'on met pour dire non, on respectera pas ça, parce que, etc. Mais on met sur le dos de l'Europe et on met sur le dos de certains États européens des responsabilités si on veut que les choses soient différentes, quand on est à l'Europe, il faut se battre pour que ce soit différent et que ce soit pas inacceptable pour nous, quoi. Je veux dire, moi, je comprends pas qu'on construise une maison et quand il faut aller habiter les pièces, on commence à déchirer tout et à casser les cloisons parce qu'on n'est pas d'accord, quoi. Il y a un moment donné, il faut être cohérent. Donc, c'est soit on est pro-européen, on avance alors évidemment on va me dire oui mais l'Europe aujourd'hui elle est dominée par la droite, par le libéralisme, etc., etc. Il faut qu'on se batte pour faire en sorte qu'on soit plus nombreux élus au Parlement européen en tant que verts, de gens de gauche, etc., pour défendre d'autres valeurs, etc. C'est sur ce terrain-là qu'il faut gagner la bataille et qu'on doit mettre notre énergie. Les élections de 2024, j'espère qu'on arrivera enfin à mettre sur la table la question du climat, de l'environnement, des vraies questions graves pour l'habitabilité de la planète dans les décennies qui viennent, même si on parle de 3, 4, 5 décennies qui viennent, parce que sinon, que vont nous dire nos propres enfants et petits-enfants voilà. Et les vraies questions, elles sont tout autour de ça. Donc on revient sur la consommation d'énergie, sur l'alimentation, les modèles d'agriculture, le modèle de développement, la mobilité. On revient sur tous ces sujets-là, qui sont des sujets à travailler ensemble à l'échelon européen pour que chaque État soit de plus en plus responsable, mais que ce soit efficace globalement pour 500 millions d'habitants. Alors, là, on approche gentiment de la fin, donc j'ai mes deux dernières questions, plus sur, on va dire, l'Europe en tant que telle, le futur de l'Europe. Donc, admettons, vous n'avez pas à vous soucier des vétos, etc. Vous claquez des doigts, vous changez ce que vous voulez dans l'Union Européenne, la manière dont elle fonctionne, etc. Qu'est-ce que vous changez et pourquoi ? La première chose, je l'ai un peu dit dans nos propos, un budget européen qui renforce l'autonomie de travail de l'Union européenne et qui permet enfin de passer de l'Union européenne à une fédération européenne, une fédération d'États européens. C'est-à-dire on a mis en commun un certain nombre de sujets régaliens aux États et où on construit une Europe qui soit de plus en plus puissante et de plus en plus protectrice pour la vie et pour les citoyennes et les citoyens européens. Du coup, vous avez un peu anticipé la question. Ce qui est traditionnellement ma dernière question, c'est voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre une fédération européenne ? Vous l'avez dit, vous semblez être plutôt en faveur d'une fédération européenne. Du coup, expliquez un peu pourquoi. Enfin, surtout que quand on parle, on va dire à des politiques français, le fédéralisme, c'est un peu un gros mot, on va dire dans la sphère politique française. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez pour essayer un peu de dédramatiser le sujet, ou est-ce que vous voyez des limites à qu'est-ce qu'on met derrière le mot fédéralisme, etc., etc. Je sais pas, on parle de l'Europe de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la défense est un sujet qui peut être traité à l'échelon, sérieusement à l'échelon de chaque État européen ? La France de son côté, toute seule. L'Allemagne de son côté, toute seule. L'Italie, toute seule, etc. Et en vrai, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la guerre en Ukraine ? Forcément, tout le monde s'est mis ensemble pour essayer d'apporter une réponse conjointe, structurée et un peu plus puissante. Et ça a eu du mal à se faire parce que c'était chaque État séparé. Imaginez qu'on soit à l'étoile d'une défense européenne déjà structurée, déjà en place. La réponse est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, etc. Voire même, il n'y aurait peut-être pas eu le lancement du conflit. Mais c'est encore un autre sujet. Donc la dissuasion aurait peut-être été plus efficace. Voilà, je prends un exemple. La santé. La santé, aujourd'hui, elle peut être globale et il y a un certain nombre de choses qui sont de compétences européennes et gérées à l'échelon des 27. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la crise du Covid ? Les États se sont précipités à se mettre ensemble pour aller acheter les vaccins, pour commencer à apporter des réponses structurées, fortes et efficaces
sur des sujets aussi graves que celui qui est en train de nous tomber dessus. Voilà, alors après, l'agriculture, c'est déjà un sujet de compétence européenne. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin par rapport à ça et laisser moins aux États et que l'Europe ait encore un peu plus d'éléments pour financer le soutien au développement de l'agriculture biologique et des agricultures vertueuses. Bon, ça pourrait être aussi une clé. On peut prendre un certain nombre de... La mobilité, ça se travaille déjà à l'échelon européen. Sur les grands sujets, sur le rail, les grandes distances, etc. Mais là, on peut aussi continuer. Quand on arrive dans le domaine économique, le soutien aux entreprises, les PME, etc., sur les territoires, comment on fait en sorte de gérer, de réguler le fait que la compétitivité d'une part, mais aussi la concurrence soit loyale à l'intérieur de l'Europe entre les différents pays européens pour les entreprises européennes. Aujourd'hui, on a encore du boulot à faire, on n'y est pas encore. Donc, tous les financements, le bancaire, le fiscal, etc., sont des éléments qui doivent devenir encore plus. Regardez comme les États-Unis, qui est une fédération d'États, la puissance économique qu'ils ont quand ils travaillent. Moi, je m'inspire de ça, pas pour faire un modèle américain, parce que c'est pas ma tasse de thé du tout, mais pour l'efficacité qu'on peut avoir quand on arrive à monter les degrés de partage de tout ce qui est régalien à l'échelon d'une unité de 500 millions d'habitants comme est la nôtre aujourd'hui. Et on n'est pas si loin que ça les uns des autres pour pouvoir le faire assez facilement. Eh bien écoutez, c'est très clair. C'était ma dernière question, donc merci beaucoup Claude Gruffat d'avoir pris le temps de répondre à ça. Avant que je vous laisse partir, si les gens qui nous regardent doivent retenir une chose de vous, là, si vous avez un message à leur faire passer, c'est quoi le message ? Faire voter vert et faire voter vert pour faire grandir les questions de la préoccupation sur les questions climat, environnement, biodiversité, qualité de l'air, qualité de l'eau, fertilité des sols, enfin tout ce qui fait la vie et encore une fois l'habitabilité de la Terre sur le long terme. C'est à l'échelon européen, c'est le bon échelon pour que ça se passe et que ça se construise. Et plus on sera fort, nous, au niveau européen, on pèse 10% du Parlement aujourd'hui, si on pèse 20 ou 30% demain, ça changera significativement les choses et l'évolution des choses, ça je vous garantis. Eh bien écoutez, c'est très clair. Merci encore. Chat, soyez sûr de remercier Monsieur Gruffat pour son temps, pour ses réponses. Vous pouvez le suivre sur Twitter, vous avez son ad juste sous le flux vidéo. Restez avec nous, chat, parce qu'on va faire le débriefing. Monsieur Gruffat, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'être resté avec nous. Merci pour l'entretien et bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, chat, commençons notre débriefing. Alors, je vais juste couper Zoom. Hop. Tac, comme ça je peux avoir ma caméra. Où est ma caméra ? Allez, là, la caméra. Alors, attends, dites-moi ce que vous avez pensé de l'interview. Tac, boum. Ça marche. Bonjour, chat. Ok. Donc, alors, interview, alors c'était pas mal, on a parlé de sujets dont on discute pas souvent, donc moi je suis plutôt content, j'ai été surpris par certaines de ses réponses, donc c'est plutôt bien, oui, ça, malgré toutes les interviews que je fais, je réussis encore à être surpris par les réponses de certains députés, donc ça montre qu'il y a beaucoup de diversité. Je vais essayer de couvrir un peu rapidement les sujets qu'on a discuté avec le député. Après, j'ai 2-3 annonces à vous faire pour plus tard. Donc déjà, lui, un peu sa particularité à Claude Gruffat, donc député vert, c'est que c'est ce qu'on appelle un député Brexit, parce que, bon, bah voilà, vous savez, il y a eu le Brexit, mais le Brexit, il est arrivé, en fait, qu'en 2020. Il est devenu effectif qu'en 2020, et les élections européennes étaient en 2019. Donc du coup, en 2019, il y avait des députés britanniques. C'était un peu absurde, mais les Britanniques ont dû organiser une élection européenne. Il y a des députés britanniques qui ont été élus députés européens, alors qu'ils savaient qu'ils allaient se barrer. Et le temps que, du coup, ils étaient encore dans les négociations sur comment faire le Brexit, etc., etc. Et du coup, en fait, quand le Brexit est finalement arrivé, donc c'était en janvier, fin 2019, en fait, ces députés, ils sont partis, les Britanniques sont partis, et du coup, ça a permis à tout un groupe de députés européens, d'autres pays, qui ont pu arriver parce qu'il y avait un accord en disant, pour après le Brexit, il y avait 751 députés jusqu'ici, donc c'est le maximum de députés européens qui peut y avoir au Parlement européen. Bon, après le Brexit, on va réattribuer une partie des sièges des Britanniques aux autres pays, parce que pour corriger un peu des
des aspects démographiques, parce que par exemple, la France était sous-représentée au Parlement européen par rapport à sa population, d'autres pays étaient aussi sous-représentés, donc du coup ils ont dit, bah voilà, avec le stock de députés européens, de sièges supplémentaires qu'on a, bah on va permettre de rééquilibrer récupérer un peu les choses, donc la France a récupéré quelques sièges en plus, je crois 3 ou 4 députés, les autres sièges, bah, on va en garder une quarantaine de côté, ça servira pour donc des sièges qu'on laisse vacants, il y a plus 751 députés, maintenant il y a 705 députés, et donc du coup les 40, les 45 de différence, bah en fait, on les gardera de côté quand il y aura des élargissements futurs, si demain l'Ukraine, enfin pas demain, dans longtemps on va dire, quand l'Ukraine rentrera dans l'Union Européenne, bah voilà, on piochera dans ces stocks de députés pour nommer des députés européens ukrainiens sans avoir à réduire nécessairement le nombre de députés français, le nombre de députés allemands, etc. etc. Et donc du coup, voilà, Claude Ruffin, il appartient à cette génération de députés Brexit, c'est-à-dire les députés bonus qui sont arrivés que en 2020, après le Brexit. Donc du coup, ils ont commencé un petit peu après les autres, ce qui a fait que bah, du coup, il a pas pu vraiment choisir ses commissions parlementaires, etc. etc. Mais voilà, c'est un peu la particularité de ces députés-là, qui ensuite derrière se sont adaptés. De toute façon, après, ils sont tous eu à faire le Covid, donc voilà, ils n'ont pas eu trop le choix. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a discuté? On a pas mal parlé en fait de la notion de ressources propres, on a pas mal parlé du budget européen. Donc les ressources propres, on en a parlé, c'est la part du budget européen qui n'est pas financée par les États, mais par l'Union européenne elle-même. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui, de mémoire, attendez, je crois que est-ce que je peux trouver facilement la stat ou pas? Donnez-moi une seconde, parce que si j'ai pas envie de vous dire des conneries. Budget européen, contribution. Parce que de mémoire, c'est à peu près 70% du budget européen qui est financé par les États. Alors, conseil, est-ce que tu as le truc, blablabla, ressources nationales Je n'ai pas ça. Bon, merde, tant pis, je vais pas me lancer je vais pas me lancer dans une recherche de tout le truc. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai un truc. J'ai un truc, donc oui, effectivement, je dis pas des conneries, j'ai une bonne mémoire, c'est grosso merdo 70% du budget européen qui est financé par les États, donc la France qui fait un chèque, l'Allemagne qui fait un chèque, tous les 27 États membres qui font un chèque chacun à l'Union Européenne, en fonction de la richesse. En gros, plus t'es riche, plus tu fais un gros chèque, hein, c'est logique. Et donc du coup, cette part, bah, voilà, c'est les États qui versent le budget, et ça veut dire qu'ils sont pas très fans de donner plus, parce que ça veut dire que ça fait moins d'argent pour leur propre budget. Et du coup, le reste, c'est ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire l'argent que l'Union Européenne est capable de lever pour elle-même. C'est-à-dire sans avoir besoin de demander à aller toquer à la porte des États membres en disant hey, tu peux pas me faire un chèque, une rallonge et tout, j'ai besoin d'argent de poche pour financer telle politique. Là, c'est des ressources qui, voilà, ça va directement au budget de l'Union Européenne. Donc c'est quoi aujourd'hui? C'est par exemple, quand un pays ou n'importe qui est condamné par la Cour de justice de l'Union Européenne, et ben l'argent des amendes, il est versé au budget européen. Il y a une partie certaines taxes, une partie de la TVA va au budget européen. Il y a une partie des taxes sur l'importation qui viennent sur certains produits très spécifiques, le sucre et le plastique, etc. Il y a quelques petites parties de ces taxations qui vont au budget européen, mais c'est petit. Hein. Il n'y a pas d'impôt européen. Si vous payez des impôts, vous n'avez pas une partie de votre impôt qui est marqué impôt européen, que ça va directement dans le budget de l'Union européenne. Et du coup, ça crée un gros débat, puisque notamment le Parlement européen, mais d'autres aussi, veulent renforcer ce qu'on appelle les ressources propres. Donc c'est cette capacité d'autofinancement pour de moins en moins dépendre des États membres, puisque les États membres ne veulent pas payer, hein, et ça pose aussi la question de la taille des budgets. Puisque le budget européen, alors le budget européen c'est un peu particulier parce que c'est un budget qui est à la fois annuel et qui ne l'est pas. En gros, il y a ce qu'on appelle le CFP, c'est le cadre financier pluriannuel. Donc en gros, c'est un budget sur 7 ans. Donc en gros, l'Union européenne, elle se fait tous les 7 ans, elle se fait un gros budget où elle dit bah voilà, le budget européen ça va être maximum temps. Et je vais y dépenser maximum temps pour la PAC, donc pour la politique agricole, je vais me dépenser maximum temps pour la politique de la pêche, maximum temps pour la politique sociale, etc., etc. Ça, c'est les maximums. C'est le CFP, c'est voilà, sur 7 ans, quelle est la taille maximale du budget, qui est 1,7... 1,3 ? Ouais, un truc comme ça, 1,3 plutôt trillion d'euros.
donc 1300 milliards d'euros. Donc ça, c'est le plan financier pluriannuel. Et ensuite, derrière, vous avez le budget annuel. Donc tous les ans, il y a une négociation qui se fait sur voilà, comment est-ce qu'on dépense, quel est le budget pour l'année et comment on le dépense, sachant que ce budget annuel doit rester dans les limites du budget de 7 ans. Et donc du coup, c'est ce qu'expliquait M. Ruffat. Il dit voilà, le budget européen, c'est pas si grand que ça, hein. Il dit voilà, c'est 150 milliards d'euros. Lui, il disait 150 milliards d'euros. Je crois que il me semblait que c'est un peu plus grand que ça. Mais faisant confiance à son chiffre, il dit voilà, c'est 150 milliards d'euros le budget annuel de l'Union européenne. Et il a donné la comparaison, la France, c'est 350-400 milliards d'euros par an. Donc au final, quand on remet les choses en perspective, en fait, l'Union européenne, elle n'a pas un si gros budget de ça, compte tenu du fait qu'elle doit financer des politiques qui vont concerner 450 millions de personnes. Et sachant que ce budget n'est pas étendable à l'infini, puisque les États, comme je l'ai dit, ils veulent pas payer. Ils n'ont pas envie de payer plus d'argent que ça, ils n'ont pas envie de faire des plus gros chèques, etc. Donc en gros, ce que les États ont fait, quand ils ont négocié ce CFP, donc ce budget à long terme, sur 7 ans, ils ont dit, bah voilà, quoi qu'il arrive, le budget européen, il ne peut pas représenter plus de 1,1% du PIB européen. Donc c'est peanuts. Voilà, ils disent, voilà, quoi qu'il arrive, ça peut pas être plus d'1,1% de la richesse européenne. Donc c'est là où on se rend compte que voilà, le budget européen, c'est un peu peanuts, ça renforce le débat notamment sur les ressources propres, puisque du coup, moins tu dépends des États membres, plus tu peux t'as des marges de manœuvre, même si les États à côté, ils ont pas forcément chaud non plus, parce que évidemment, s'il y a des nouvelles ressources, pour qu'il y ait des ressources propres, soit c'est des impôts qui sont retirés du budget qui devait aller aux États membres, aux budgets nationaux, soit c'est des nouveaux impôts qui se créent, ou des nouvelles contributions fiscales, mais qui du coup ne vont pas aller au bénéfice des budgets nationaux, et donc du coup, entre guillemets, c'est un manque à gagner pour les États, et donc ils sont pas très chauds. Ils sont pas très chauds en général, les États membres, sur sa question des ressources propres, parce que pour eux, c'est de l'argent qu'ils vont pas toucher. Donc du coup, c'est toujours des sujets un peu tendus. Quand tu discutes avec les États membres, ils aiment pas les ressources propres. C'est pas leur truc. Pas du tout leur truc. De quoi on a parlé en Vestager, j'en peux passer, mais il a dit voilà, l'Europe elle est capable d'avancer. On dit toujours voilà, l'Union européenne c'est lent et tout, ça n'avance pas, mais en fait il y a des avancées qui sont possibles et ça avance, c'est connu, hein, l'Union européenne avance en temps de crise, hein, c'est comme ça. C'était de manière un peu prémonitoire, c'était Jean Monnet, donc un des pères fondateurs de l'Union européenne, hein, qui a mené à la création de la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. Donc un des vraiment pères fondateurs, hein, de l'Union européenne. Il disait voilà, l'Union européenne se fera sera une Europe des petits pas, crise par à petits pas, et elle se construira par les crises. Ce qui était un peu prémonitoire, et effectivement, à chaque fois, on voit que quand une crise arrive, que ce soit une crise financière, une crise économique, une crise sanitaire, une crise diplomatique, etc., soudainement, à partir du moment où il y a un gros besoin, les États sont prêts à se mettre ensemble et à faire des choses qui n'étaient pas envisageables avant. Par exemple, quand il y a eu la crise financière en 2008, l'Union européenne dit très bien, on va complètement refaire le playbook des règles bancaires pour mettre fin à ces crises bancaires qui ne puissent plus en avoir après coup. On a vu là avec la crise sanitaire, donc avec le Covid, soudainement, les États ont été prêts à accepter des choses qui étaient parfaitement inenvisageables il y a 5-10 ans. Vous auriez dit à quiconque, vous m'auriez, ok, j'étais au Parlement à partir entre 2013 et 2019, on est en quoi, 2022, mais il y a 10 ans, j'étais pas encore au Parlement. En 2013-2014, vous m'auriez dit, alors l'Union européenne, elle va se faire de la dette et elle va acheter ensemble des vaccins, elle va se faire une politique de santé. Je vous aurais dit, mais toi t'es taré, t'y connais rien, l'Union européenne. Non, ton truc, ça va jamais se passer. Et non, il y a eu une crise qui s'est passée, il y a un truc qui s'appelait le Covid qui est arrivé, et du coup les États membres, ils ont soudainement vu le besoin, l'intérêt d'avoir une politique européenne en la matière, et donc du coup, le besoin a créé la politique, et du coup, ils ont accepté de faire un truc qui n'était pas envisagé, qu'ils n'avaient jamais fait avant, c'est-à-dire d'acheter ensemble des vaccins. Ils ont accepté, pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, d'avoir de la dette, puisque le budget européen, normalement, n'a pas le droit. C'est un budget qui il n'y a pas de dette européenne, normalement, et donc du coup, ils ont créé
ce fonds de relance post-Covid de 750 milliards d'euros, qui, comme il l'a dit, comme M. Ruffal l'a dit pendant l'interview, n'est pas financé. Au moment où ils ont lancé le truc, ils ont dit bah voilà, on va lever 750 milliards d'euros. On sait pas encore exactement où est-ce qu'on va trouver l'argent. On va essayer de le lever, etc. Mais et notamment via les éventuelles ressources propres. Mais voilà, on en a besoin maintenant et on se donne 8 ans pour rembourser tout ça. Mais voilà, on fout 750 milliards d'euros sur la table pour financer la reprise. Ce qui, encore une fois, était absolument impensable il y a 10 ans. Enfin, les Allemands, pour eux, déjà, enfin, les Allemands sont très orthodoxes fiscalement. Il y a les Pays-Bas, les pays nordiques, etc., qui sont aussi très orthodoxes fiscalement. T'aurais dit ça il y a 10 ans en Allemagne, le mec t'aurait dit, mais c'est mort. Enfin, c'était Angela Merkel qui avait dit, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était pendant la crise grecque, donc 2012-2013, je crois, qui avait dit non, mais de mon vivant, il y aura pas, faudra me passer sur le corps pour qu'il y ait une dette européenne. Pour qu'il y ait du déficit européen. Et au final, Merkel, elle a signé en 2020, elle a signé le fonds de relance, 750 milliards d'euros, financé, on sait pas trop comment. Alors, on peut dire, est-ce que c'est responsable ou pas? C'est un débat politique légitime, mais voilà, toujours est-il qu'il y a eu du financement. Quand il y a eu le besoin, ça s'est créé. Et donc, du coup, on peut être ambitieux, on peut faire des choses si le besoin se crée. Là, on le voit aujourd'hui avec la crise énergétique. Comme il le disait, voilà, on commence à réfléchir, hein, est-ce qu'on peut pas réduire notre consommation plutôt que se dire, voilà, est-ce qu'on peut pas augmenter notre production, est-ce qu'on peut pas réduire de 10% notre consommation aux heures de pointe. Donc voilà, il dit, voilà, ça brise les tabous, ça permet de travailler éventuellement sur certains sujets qu'on ne pouvait éventuellement pas couvrir à une époque. On parle maintenant d'achat en commun de gaz naturel, plutôt que d'achat national, chacun de son côté. Donc voilà, tout ça pour dire, l'Europe avance avec les crises, et les crises brisent un peu les tabous, et ça peut permettre un certain nombre d'avancées. On a parlé agriculture, et notamment de l'impact alimentaire de la guerre en Ukraine. Donc, mais enfin, c'est quoi, quel est l'impact pourquoi l'Ukraine a un impact sur la bouffe? C'est quoi le fuck? Si vous ne le savez pas, l'Ukraine et aussi la Russie sont des très gros producteurs céréaliers. Hein, il l'a dit pendant l'interview. Certains pays, surtout d'Afrique ou des pays en développement, dépendent énormément, en fait. Ils s'approvisionnent en céréales chez l'Ukraine. 80% de l'Égypte se fournissait avant la guerre 80% via l'Ukraine en matière de céréales. Dans les pays du Maghreb, c'était 50%. Vous allez dans l'Éthiopie, etc. Pareil, c'était des... Ils dépendaient énormément de la production céréalière ukrainienne. Évidemment, depuis le début de la guerre, évidemment, la production céréalière, alors il y a eu la production, mais même s'il y a beaucoup de destruction évidemment des terres agricoles ukrainiennes, mais il y a surtout eu pas d'exportation. Le blé ukrainien sortait du pays par la mer principalement, hein, il sortait d'Odessa et il prenait la mer Noire, et ensuite il allait être livré partout dans le monde. Et évidemment avec le début de la guerre, ça a été un peu impossible, hein. Il y avait un blocus russe, jusqu'à ce qu'il y ait un accord sponsorisé par l'ONU pour justement permettre à l'Ukraine d'organiser des convois pour faire sortir sa production céréalière pour permettre d'alimenter le reste du monde, puisque la conséquence de la guerre en Ukraine, donc c'est comme les céréales ukrainiennes ne pouvaient pas sortir du pays, hein, à cause de la guerre, soudainement, ces pays, l'Égypte, les pays du Maghreb, etc., ils ont dû se fournir ailleurs, sauf que du coup les prix grimpaient, puisque il y avait une grosse part de la production mondiale qui venait soudainement se retrouver se couper, donc ça faisait de la spéculation sur les prix, et l'Égypte et les autres, ils étaient juste pas capables de se payer les prix de la céréale sur le marché mondial. C'était devenu trop cher pour eux, ce qui a rendu nécessaire cet accord sponsorisé par l'ONU pour permettre les convois pour faire sortir le blé ukrainien. Accord que d'ailleurs Poutine a essayé de résilier, et après, comme il y a l'ONU, la Turquie et l'Ukraine qui ont un peu collé son bluff, il a finalement dit non, c'est bon, on va prolonger l'accord, ok, ça marche, je vous le fais. Mais voilà.
Mais il a dit aussi, voilà, quand on parle d'impact alimentaire, c'est surtout sur les marchés mondiaux, hein. C'est une augmentation des prix au niveau mondial. Ça va pas créer un problème où les Européens sont pas capables de se nourrir, hein. L'Europe, elle est capable de se nourrir. L'impact, il est sur les prix mondiaux et les prix de certaines denrées. Par exemple, sur les pesticides, il y a un certain nombre de pesticides, soit qui sont importés de Russie, soit qui qui sont dérivés de produits qui sont importés de Russie. Donc du coup, ça a créé une augmentation des prix sur les pesticides et sur les produits, les intrants chimiques que les agriculteurs peuvent utiliser, ce qui évidemment nique leur marge et leur capacité leur fiabilité économique. Donc voilà, c'est un peu le côté, l'impact plus alimentaire, et ça a créé des débats au niveau européen puisque, bah, comme j'ai expliqué, l'Union européenne, avant la guerre en Ukraine, elle voulait verdir son agriculture, c'est ce qu'on appelle le Green Deal, et derrière la traduction, c'est le programme Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, sur comment est-ce qu'on rend l'agriculture européenne plus verte. Et après le début de la guerre en Ukraine, bah, on a vu notamment les agriculteurs dire: mais attendez, non, là, avec la guerre en Ukraine, c'est un truc qu'on n'avait pas anticipé, ça va avoir des effets. Si en plus on rajoute à ça Farm to Fork, ça va causer une baisse de production alimentaire en Europe. On peut pas se permettre ça dans le contexte actuel. Il faudrait peut-être soit revoir la baisse, soit postponer, enfin repousser à plus tard le Farm to Fork, etc. Donc il y a des débats assez durs qui ont lieu en ce moment sur le futur, enfin le verdissement de la politique agricole, et notamment en lien avec les conséquences de la guerre en Ukraine. On a parlé énergie renouvelable, donc voilà, je l'ai dit, hein, maintenant il y a un truc dont on parle beaucoup, c'est consommer moins. Donc il a été très clair que pour lui, le nucléaire, c'est pas une énergie de complément ou de substitution pour le renouvelable. Truc intéressant qu'il a dit quand j'ai posé la question des terres rares, il a dit: oui, mais voilà, effectivement, faut qu'on exploite ce qu'on a de terres rares en Europe, même si évidemment les gens sont pas contents d'avoir une mine de lithium à côté de chez eux, mais voilà, il y a une question de souveraineté. Si on veut pas dépendre de la Chine, bah faudra être prêt à exploiter les ressources minières de terres rares et autres métaux rares en Europe, puisque un certain nombre de composants, notamment tout ce qui concerne les panneaux solaires, pour un certain nombre de puces électroniques, etc. Un élément clé, c'est ce qu'on appelle les terres rares, c'est lithium, etc. Qui, comme leur nom l'indique, sont relativement rares, et hasard géologique, l'immense majorité des capacités minières ou des capacités de raffinage de ces terres rares se trouve en Chine. La Chine, c'est à peu près 90-95% du marché mondial, du potentiel mondial de terres rares. Donc vous voyez un peu le potentiel problème, hein, en la matière, compte tenu de ce qu'est la Chine en termes de modèle politique. Donc voilà, ça pose 2-3 questions. Et donc lui dit: voilà, effectivement, faut pas se voiler la face, faut être prêt à exploiter ce qu'on peut exploiter sur le territoire européen pour éventuellement réduire notre dépendance potentielle vis-à-vis de l'extérieur de l'Union européenne. Autre truc qui est que là, plus sur les questions institutionnelles, qui est intéressant. Donc là j'étais encore plus dans les trucs où je m'attendais pas à ça. Quand on a parlé du siège de Strasbourg, donc le Parlement européen, en fait, il est au quotidien, il est à Bruxelles, mais en fait, à côté, il y a le siège de Strasbourg, qui est le siège officiel. Donc vous allez dans les traités européens, c'est marqué que le siège officiel du Parlement européen, c'est à Strasbourg. Donc une fois par mois, les députés européens vont à Strasbourg pour faire leur session plénière, parce que c'est dans les traités, ils doivent le faire. Et il y a aussi un lieu de travail au Luxembourg. Alors les députés ne vont jamais au Luxembourg, hein, c'est plus l'administration, une partie de l'administration qui est basée au Luxembourg, hein. Moi, j'ai jamais foutu les pieds une seule fois au Luxembourg en 6 ans et demi. Donc les députés, la plupart des députés n'ont aucune raison d'aller à Luxembourg à quelque moment que ce soit, mais comme il y a cette transhumance, une fois par mois, vous avez 2500-3000 personnes qui vont de Bruxelles vers Strasbourg, sans compter derrière tous les autres milliers de personnes, les journalistes, les lobbyistes, les diplomates, etc., les gens de la commission et tout. Bah, les gens disent: mais attendez, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller se taper un trajet comme ça une fois par mois? C'est pas écologique, ça coûte du fric, etc. C'est n'importe quoi, rapatrions tout à Bruxelles. Et donc lui dit: ouais, non, d'une part, historiquement, c'est à Strasbourg, il y a une raison historique pour ça.
il y a une raison symbolique pour ça. Le fait que le Parlement soit fortement implanté à Bruxelles, c'est une pratique qui s'est développée un peu comme ça sans que personne n'en parle, mais c'est pas parce qu'il y a la pratique qui s'est développée que on doit nécessairement se plier à ça et renoncer à, d'une part, ce qui est le droit, hein, le fait que Strasbourg soit dans... que le siège du Parlement européen soit à Strasbourg, c'est dans les traités. Il dit voilà, garde... Et puis en plus, il le dit, et là-dessus je suis un peu d'accord, il dit oui, il y a de l'hypocrisie un peu, quelque part, puisque, ok, vous voulez rapatrier le siège de Strasbourg Enfin, le Parlement de Strasbourg le rapatrier à Bruxelles, mais quid de la Banque Centrale Européenne qui est à Francfort? Quid des dizaines d'agences européennes? Donc les agences européennes, c'est des espèces de... C'est des organes de l'Union Européenne qui sont spécialisés. En gros, c'est les... Je peux pas dire que c'est les services techniques, mais c'est... vous avez par exemple Frontex, donc Frontex c'est l'agence européenne qui est en charge de la protection des frontières extérieures de l'Union Européenne, donc ils donnent de l'expertise, ils aident les gardes-frontières européens, etc. Cette agence européenne, elle est basée en Pologne, elle est à Varsovie. En France, il y a 2-3, je crois qu'il y a une agence de la biodiversité à Lyon, il y a 2-3 agences européennes qui sont en France, il y en a... Tous les pays en gros, ils ont chacun des agences comme ça qui sont des organes thématiques, hein, avec des fonctions, avec des missions très spécifiques et techniques. Alicante par exemple en Espagne, vous avez l'agence européenne pour la propriété intellectuelle, donc c'est là où il y a enregistrement des brevets, des brevets et autres. Vous avez, je crois que c'est à Amsterdam, vous avez l'EFSA, donc c'est l'agence européenne de la sécurité alimentaire. Vous avez l'agence, vous avez des agences bancaires à Paris. Enfin voilà, il y a plein d'agences thématiques qui sont éparpillées un peu partout en Europe. Et il dit bah voilà, si vous voulez qu'on rapatrie le Parlement à Bruxelles, très bien, mais on rapatrie tout. Il n'y a pas de raison que vous soyez contre vous vouliez une centralisation à Bruxelles juste pour le Parlement européen. Centralisons tout à Bruxelles. Y a pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin que la Banque centrale soit à Francfort? Autant foutre la Banque centrale à Francfort. Évidemment, là, les autres sont un peu plus silencieux parce qu'ils disent en fait, non, moi j'aime bien que l'agence européenne soit dans mon pays parce que ça fait des emplois, ça fait des trucs et tout, donc c'est plutôt cool. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un peu d'hypocrisie sur ce débat, même si à côté, voilà, il y a des arguments pour et contre sur le siège de Strasbourg, le maintien ou non. Mais je trouvais ça intéressant parce que les Verts européens sont majoritairement contre le siège de Strasbourg. Et d'ailleurs, de manière assez ironique, quand il y a des votes sur le siège de Strasbourg, hein, même si donc au Parlement européen, vous pouvez avoir des votes avec des amendements qui critiquent le fait que le Parlement européen soit basé à Strasbourg, et ils voudraient plutôt que le Parlement soit plus basé à Bruxelles. Alors ils n'ont pas le droit enfin ils ont pas le droit de le faire. Ils peuvent faire les amendements, mais ça n'a aucune conséquence puisque c'est dans les traités. Donc faudrait que les États membres ouvrent les traités et décident de rayer le Parlement européen est basé à Strasbourg, ce qui n'arrivera jamais. La France mettra un veto là-dessus. Bref. Mais le Parlement européen, en signal politique, vote régulièrement des amendements qui sont critiques de Strasbourg. Et il y a une majorité des députés qui sont aujourd'hui contre Strasbourg. Même si ils peuvent voter tout ce qu'ils veulent, ça ne change rien, puisque la France mettra son veto à toute discussion au moment de la négociation des traités. Mais voilà, c'est intéressant que lui qui vient du groupe des Verts, qui est très 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 majoritairement contre le siège de Strasbourg, dise bah non, moi je suis pour le Strasbourg, allez vous faire foutre, vous voulez quoi? Ou sinon on rapatrie tout à Bruxelles, et là les autres sont un peu plus silencieux. Autre truc où je l'ai trouvé très clair, je m'attendais pas à tant de clarté d'ailleurs, c'est quand on a parlé un peu de la NUPES pour les élections européennes. Donc la NUPES, cette alliance électorale qui a été créée en juin pour les élections législatives en France. Donc c'est l'alliance qui a été initiée par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez donc cette alliance qui comporte donc la France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste et 2-3 autres partis dont j'oubliais le nom, mais on va dire des plus petits partis. Et donc ils ont créé cette alliance-là en juin, qui leur a permis de vraiment faire élire beaucoup plus de députés que s'ils étaient là individuellement. Ça c'est clair, et ça a contribué. Le fait qu'il y ait eu la NUPES, c'est quelque chose qui a contribué au fait que aujourd'hui Emmanuel Macron a une majorité relative au Parlement français. Hein. Il n'a pas une majorité absolue au Parlement français, notamment parce qu'il y a eu la NUPES. Et donc, comme les élections suivantes, c'est les élections européennes, 2024, il y a un débat sur, tiens, est-ce qu'on ne referait pas une coalition NUPES aux élections européennes, comme ça, pour encore une fois, avoir
plus de députés de gauche, etc. Et en fait, là, ça coince, parce que une partie des partis qui sont membres aujourd'hui de la NUPES, qui ont fait la NUPES pour les élections législatives en France, disent ouais, mais en fait, non. Non, en fait, il n'y a pas de raison de faire une élection, il n'y a pas de raison de faire une NUPES aux élections européennes, parce que on a fait une NUPES aux élections législatives parce que c'est un scrutin majoritaire. C'est pas un scrutin proportionnel, mais les élections européennes, c'est un scrutin proportionnel, donc il n'y a pas de raison qu'on se force à faire une alliance. Les gens peuvent voter. Ils peuvent voter Vert, ils peuvent voter LFI, ils peuvent voter Socialiste, et à la fin, c'est la proportionnelle. Donc on risque pas de se faire éliminer, ou du moins il y a beaucoup moins de risques qu'on se fasse éliminer que dans le cadre d'un scrutin majoritaire à 2 tours, comme c'est le cas pour les élections législatives. Donc la première chose. Deuxième chose, il y a une dynamique aussi politique là-dedans. Un certain nombre de partis sont plus forts sur les élections européennes que d'autres. Par exemple, les Verts, historiquement, les élections européennes, c'est un scrutin sur lequel ils sont plus forts, ils font beaucoup plus de voix, alors que LFI tend à faire, la gauche un peu plus dure, fait des mauvais scores aux élections européennes. Par exemple, en 2019, les Verts ont fait 13%, là où LFI en a fait 6 ou 7. Donc, évidemment, sachant que pour les élections européennes, même s'il y a une proportionnelle, il y a un seuil à 5%. C'est-à-dire, si vous faites moins de 5%, vous n'avez pas de députés. Donc, il faut faire au minimum 5%. Donc, du coup, LFI a plus intérêt à faire une élection, à faire une NUPES, parce qu'il est plus faible sur ce scrutin-là, alors que les Verts, ils n'en ont pas besoin, et ben voilà, nous, on fait nos 13%, on a nos députés. Donc, il y a aussi de ça, et derrière aussi, il y a une vraie question qui est la question programmatique, la question idéologique. Et là-dessus, il a été extrêmement clair. Sur les questions européennes, à gauche, les pays membres de la NUPES, ils sont pas du tout sur la même ligne, mais alors pas du tout. Surtout LFI. Je veux dire, si vous prenez le spectre, vous avez d'un côté les Verts, qui sont des fédéralistes, donc super pro-européens, ils veulent un État européen, ils veulent une fédération européenne. Vous avez les socialistes, qui sont pro-européens, qui sont très intégrés dans les structures européennes, hein. Ils ont des commissaires, donc c'est un peu, si je simplifie énormément, c'est les commissaires européens, c'est comme des ministres. Donc il y a des ministres socialistes, des commissaires socialistes dans la Commission européenne. Ils sont très intégrés dans les institutions européennes. Ils sont le deuxième groupe européen. Et vous avez LFI qui, à l'opposé, lui, eux, c'est plutôt anti-européen, à quelques exceptions près. Hein. C'est des eurosceptiques un petit peu soft, hein, mais eurosceptiques soft, mais quand même un peu eurosceptiques. Hein. L'Union européenne, c'est pas franchement leur délire. Et donc du coup, sur un scrutin européen, dire alors en fait on va foutre des fédéralistes et des eurosceptiques ensemble, ça peut poser des questions. Ça peut poser des questions. Alors, lui disait ouais voilà comment est-ce qu'on fait pour les groupes politiques, parce que les Verts vont siéger avec les Verts, les FI vont siéger avec la GUE, donc le groupe d'extrême gauche au Parlement européen. Bon, ça c'est pas nécessairement une barrière, rien n'empêcherait que derrière, une fois qu'ils soient élus, les députés verts aillent siéger chez les verts, les députés LFI aillent siéger chez la gauche, les députés socialistes aillent siéger chez les socialistes. Hein. C'est comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale. Hein. Il n'y a pas un groupe politique commun dans l'Assemblée nationale. Hein. Il y a un groupe, chaque parti politique a son propre groupe parlementaire. Donc au niveau européen, il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire. En revanche, là où ça poserait des problèmes, c'est encore une fois sur la ligne programmatique. Déjà, faudrait s'entendre sur une idée commune, une approche commune sur l'Europe. Et comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué. Et il a blasté la notion de désobéissance européenne, donc ça j'en parle un petit peu après, mais qui est un peu le cœur du programme européen de la NUPES, ce qui est un peu ironique, hein, puisque les Verts ont signé la NUPES, mais lui il est pas du tout en accord avec la désobéissance européenne. Mais voilà, comment tu fais un programme commun avec des gens qui sont liés les uns aux autres vis-à-vis des citoyens, et derrière au Parlement européen, ils vont faire quoi? Enfin, je veux dire, les socialistes, les Verts et les LFI, ils sont d'accord sur certains sujets, mais pas sur tout. Et derrière, voilà, ils vont pas se coordonner, ou alors ça fait une alliance. Ils se coordonnent pas, ça sert à rien, la NUPES derrière, il y a pas d'alliance réelle entre les deux. Et même s'ils voulaient faire une alliance, les autres vont dire, mais attends, les Verts vont dire, mais attends, les Verts européens vont dire, mais attends, c'est quoi ce bordel? Enfin,
t'es chez moi et tu t'es en train de m'expliquer que, alors en fait, comme France Insoumise, c'est les dominants au niveau français politiquement, nous les Verts français, on doit suivre ce que les LFI veut faire. Les Verts européens vont dire mais tu te fous de ma gueule, c'est mort, c'est des eurosceptiques. Le parti d'extrême gauche, la GUE, c'est le plus petit groupe politique à l'Union du Parlement européen. Pourquoi est-ce que nous on irait suivre, on tiendrait compte de ce que on ferait absolument ce que ta LFI elle veut faire, c'est mort, tu suis la ligne du groupe des Verts ou tu te casses quoi. Donc voilà, ça créerait des énormes problèmes de fonctionnement interne dans le Parlement européen, ce qui rend peu probable aussi une UPES. On sait pas ce qui va se passer, hein, il y a encore un an de discussion qui vont se faire, mais bon, ça sent un peu compliqué. Et on a parlé des obéissances européennes, donc des obéissances européennes, c'est ce nouveau concept qui avait été mis en avant par Jean-Luc Mélenchon dans son programme pour les présidentielles. C'est un peu l'évolution du plan A, plan B qu'il avait en 2017. Donc en 2017, lors des précédentes élections présidentielles, le programme de LFI, c'était, sur les questions européennes, c'est dit, voilà, on fait le plan A, le plan B. On dit, le plan A, c'est on se pointe à Bruxelles et on dit, les mecs, soit vous changez tout ce que je veux, vous faites toutes les politiques que je veux parce que c'est mon programme, c'est comme ça. Sinon, il y aura plan B. Et le plan B, le plan B, ça sera, c'est le plan B. Alors, il a un peu dansé autour du sujet, mais il disait, voilà, ça peut être une sortie de l'euro, ça peut être un référendum sur les questions européennes. Donc, en gros, il faisait jouer, sans le dire, un potentiel Frexit, puisque si tu poussais la logique jusqu'au bout, ça menait à un Frexit. Hein. Si jamais le plan A fonctionnait pas, un des plans B, c'est potentiellement le Frexit. Et évidemment, ça post-Brexit, et en 2017, suite à l'échec de Marine Le Pen, tous les partis français se sont rendus compte que une ligne anti-européenne, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus safe électoralement, donc ils ont revu un peu leur copie. Hein, Marine Le Pen n'est plus le Rassemblement national n'est officiellement plus pour une sortie de l'Union européenne ou une sortie de l'euro. Hein, ils veulent changer de l'intérieur de l'Union européenne, mais ils veulent pas en sortir. Et LFI, donc ils ont réinventé leur concept, ils ont inventé le concept de la désobéissance européenne, qui consiste à dire, on est élu, on a été élu sur un programme, et donc du coup, quand, sur certains sujets, par exemple les questions sociales, les questions environnementales, s'il y a une norme européenne qui est en conflit avec ce que nous on veut faire, on n'appliquera pas la norme européenne. On n'appliquera pas la norme européenne, et au niveau européen, on fera... ils appellent ça un rapport de force, mais c'est un peu du chantage, hein, où ils disent voilà, on va mettre des vétos on mettra nos vétos pour essayer de forcer la main aux autres, on refusera de verser les contributions françaises au budget européen tant qu'ils font pas ce qu'on veut, etc. Donc voilà, c'est un peu je te retourne la table si jamais tu fais pas ce que je veux. Et donc du coup voilà, c'était devenu... Donc c'était la politique européenne de LFI en 2022, et quand il y a eu les négociations sur la NUPES, en juin, avec les socialistes, avec les Verts aussi, hein, puisque les Verts font partie de la NUPES, la désobéissance européenne fait partie de ce programme de la NUPES, même s'ils l'ont un petit peu retouché, en insistant bien, oui, ça ne touchera pas à la question de l'état de droit, c'est que sur les questions d'environnement, c'est que sur les questions sociales, etc., mais... Vous regardez l'accord NUPES dit la désobéissance européenne et la ligne de l'Alliance. Donc bon, déjà... Voilà, ce qui est déjà montre qu'il y a un peu une contradiction interne chez les Verts, puisque les Verts, ils ont accepté... Tout en se disant fédéraliste, ils ont accepté de signer un truc qui est à l'opposé du fédéralisme, puisque ça revient à dire que en fait, tu refuses d'appliquer la règle de la maison. Et du coup, Claude Greffa était très critique de ça en disant voilà, il y a un manque de cohérence complet derrière cette idée de désobéissance européenne. On peut pas être sérieux avec ça, quoi. Donc il dit c'est la désobéissance européenne, c'est mort, quoi, pour lui. Donc ouais, je trouvais ça intéressant qu'il soit aussi cash et direct sur le fait que tu sens que la Nupes c'est pas franchement la Nupes pour les questions européennes, c'est pas franchement son truc. Bref, j'ai couvert un peu les grands sujets que je voulais couvrir sur cette interview. À moins que vous ayez une question brûlante, je vais faire les 2-3 petites annonces que je voulais vous parler un petit peu avant. Des trucs plutôt cool, je suis assez content, je dois le dire. Première annonce,
Donc la semaine prochaine, je vais faire mon premier partenariat. J'ai un partenariat, c'est officiel, sur un événement. Je vais faire un partenariat avec le réseau européen qui s'appelle Euranet+. Euranet+, c'est le réseau européen des radios publiques européennes. Donc vous avez un réseau de radios publiques un peu partout en Europe, hein, en Lettonie, en Croatie, en Bulgarie, en France, etc. Donc ils ont une sorte d'alliance au niveau européen pour créer, pour faire plus d'informations européennes. Donc ce réseau Ranet+, il organise un événement la semaine prochaine sur la jeunesse. Et du coup, je fais un partenariat avec eux et je vais intervenir dans cet événement en tant que modérateur. En fait, ce qu'on va faire, on invite un groupe de députés européens, députés européens de différentes nationalités, et on a invité un groupe d'influenceurs, donc des youtubeurs, quelques youtubeurs et autres influenceurs d'un peu partout en Europe. Et on va les réunir ensemble et on va organiser un dialogue entre ces députés et ces influenceurs pour un peu discuter voilà, la question, la jeunesse et l'Europe. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour intéresser la jeunesse à l'Europe, qu'est-ce que l'Europe fait sur les questions qui intéressent la jeunesse, les questions environnementales, etc., etc. Donc je vais participer à cet événement-là pour un peu modérer les échanges, organiser un petit peu les discussions. Le truc un peu original, c'est que ce sera pas juste une discussion, voilà, chacun est d'un côté de la table et dit bonjour monsieur le député, qu'est-ce que vous pensez sur cette question-là. Non, on essaie de faire un truc un peu plus sympa, et du coup ce qu'on va faire, c'est on va avoir une discussion, évidemment, mais ça se fera pendant les députés et les influenceurs joueront à un jeu en même temps. Donc en gros, ils seront chacun sur un PC portable, on va leur mettre un jeu, ça va pas être du Street Fighter ou des trucs super compliqués, ça va être un jeu de mini-golf. Mais mini-golf façon Mario Kart, donc ça va être quand même un peu fun. Et ils vont jouer ensemble et discuter, voilà, sans pression, sur voilà, l'Union Européenne et la jeunesse, comment est-ce qu'on peut intéresser davantage les jeunes à l'Europe. Et donc moi je vais modérer ces discussions, donc ça sera la semaine prochaine, ça sera diffusé sur ma chaîne, probablement jeudi soir. Et donc voilà, donc du coup je vais faire ça, c'est la première annonce. Donc jeudi soir j'aurai une émission en partenariat avec Euranet où ça sera cette discussion entre les influenceurs et les députés européens. Bon, voilà, je vous en parlerai plus. Je vais annoncer le truc officiellement demain et j'aurai l'occasion d'en reparler dimanche et la semaine prochaine. Donc je suis très content de ça. Ça fait un mois et demi que je travaille sur ça avec Euranet pour développer le concept, pour trouver les députés, trouver les influenceurs et tout. Et je suis vachement content que ça se fasse, et même pour la chaîne c'est vachement bien parce que ça montre que voilà, ça commence à être un peu reconnu ce que je fais en termes d'activité pour parler d'Europe aux jeunes et tout. Et deuxième chose que je voulais vous dire, on approche de la fin de l'année, hein, après on est en décembre, hein, je vous apprends rien. Je vais arrêter la saison mi-décembre, hein, je crois que attendez, je sors mon calendrier. Calendrier, oui, tu es le calendrier. Décembre. En gros, je vais arrêter de streamer. Mon dernier stream, ça va probablement être le 16 décembre, donc mi-décembre. Et après, je me barre en vacances. Je vais en vacances et vous aussi, probablement, les vacances de Noël. Donc le dernier stream de la saison, ça sera le 16 décembre. Donc du coup, ça veut dire que sur Discord, n'hésitez pas à venir pour faire un peu le bilan, hein. Évidemment, à chaque fin de saison, je fais un peu un bilan de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. On réfléchit à comment je peux améliorer les streams, quel type de contenu vous voulez voir pour l'année prochaine et tout. Donc, si vous avez des retours positifs, négatifs, des idées, c'est le moment de me les partager, avec moi, particulièrement sur Discord. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, je vous mets les liens réseaux sociaux comme ça. Vous pouvez rejoindre le Discord, le Twitter et tout le bordel pour justement faire les retours et participer un petit peu de ça. Et puis dans tous les cas, on fait des trucs cool sur Discord, sur Twitter et tout, donc viendez. Mais aussi, comme c'est la fin de saison, ce que je fais à chaque fois, c'est je fais un événement de fin de saison et du coup il y aura un événement qui sera le 16, donc ce sera vendredi 16 décembre. Est-ce que je le dis? Est-ce que j'annonce ce que ça veut être? Bon allez, je vous le dis, mais vous le dites à personne. Ce que je vais faire, c'est je vais organiser ce que j'appelle le Bubble Quiz, qui va être une forme de
j'ai envie de dire pas le Burger Quiz version Union Européenne, mais voilà, un peu dans ce genre-là. Donc ça va être des questionnaires, ça va être des trucs un peu marrants, un peu absurdes sur l'Union Européenne. Donc pas un truc, pas question pour un champion, mais en mode chiant, en mode en quelle année a été adopté tel traité. Non, ça va être des trucs un peu plus fun pour que vous appreniez des trucs sur l'Europe et puis aussi qu'on s'amuse. Donc ça sera le 16 décembre. Je vais pareil faire une annonce probablement la semaine prochaine parce que je vais créer des teams avec des gens qui vont venir pour un peu s'affronter sur les questionnaires et tout machin. Donc voilà, je vais annoncer ça sur Twitter et sur Discord après. Donc bon, ça va être ça aussi, c'est un truc que je travaille depuis des mois parce que j'ai créé le jeu de A à Z, donc ça va être un truc. C'est la première fois que je le fais, ça sera en anglais, mais je ferai une version française aussi l'année prochaine. Donc voilà, je voulais aussi un peu vous annoncer ça, ça va être cool, je suis assez content de cet événement. Ça va être un truc propre, j'espère, et j'espère que ça vous plaira parce que j'ai passé beaucoup de temps pour inventer ce truc-là et le préparer, et j'espère que ça aura du succès parce que du coup, bah, j'aimerais bien faire d'autres éditions avec d'autres épreuves, avec plus de questionnaires, etc., voire même un truc en physique. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, des idées, j'en ai plein, hein, surtout que l'année prochaine, c'est les 10 ans de mes assistants. Alors, pas sur Twitch, hein. Twitch, j'ai commencé en 2021, donc ça fait pas 10 ans que je suis sur Twitch, mais MEP assistant et le MEP assistant en tant qu'entité, ça va faire 10 ans que je l'ai créé. Quand j'étais au Parlement européen, j'ai inventé ça quand je suis arrivé au Parlement européen en 2013, j'ai créé un Tumblr MEP assistant pour parler un peu de la pour parler un peu de la vie dans le Parlement européen, un peu sous un mode humoristique. L'année prochaine, je fêterai les 10 ans de MEP assistant, donc ça serait cool si je peux faire des choses un peu originales comme ça. Mais voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé ce que vous avez vu, hein, vous pouvez follow la chaîne, vous pouvez lâcher un sub si vraiment vous êtes généreux, vous pouvez lâcher une pièce à votre streamer via Ko-fi et tout le tintouin. Vous avez les liens là dans le chat pour rejoindre les réseaux sociaux. La prochaine fois que je vous vois, peut-être demain, je vais peut-être faire un stream gaming parce que il y a un jeu que j'aime bien, Darktide, qui est sorti et j'ai envie de le poncer un peu. Donc peut-être que je vais faire un stream Darktide demain, mais ça sera chill, hein, ça sera vraiment, on va pas parler, on sera vraiment en mode peinard, donc peut-être stream demain soir. Je vous dirai ça sur Discord ou autre, où vous aurez l'alerte, hein, de toute façon, si vous avez followé la chaîne, vous aurez l'alerte. Donc peut-être stream gaming demain soir. Et sinon, je vous retrouve dimanche soir pour mon stream Eurobubble Therapy, où je vais inviter, ça sera en anglais, mais j'invite Ian McCafferty, qui est un expert en communication, et deux des scénaristes du Schumann Show. Le Schumann Show, c'est un spectacle de stand-up sur la politique européenne. En gros, c'est de la comédie sur l'Union européenne, donc j'ai invité ces gens-là à venir sur la chaîne pour parler un peu d'actualité européenne, de mèmes, enfin voilà, une discussion un peu pépouse sur tranquillement dimanche soir. Ça sera dimanche à 19h, pardon. Ça sera en anglais, encore une fois. Et sinon, bah, je vous retrouverai la semaine prochaine. Lundi, il y a une interview avec un député vert fédéraliste de Volt. Volt, c'est un parti qui est pan-européen. Pas les Verts, mais c'est un truc. C'est un type de parti, donc ce sera un lundi soir. Et ensuite, probablement jeudi, j'aurai cet événement, comme j'ai dit, en partenariat avec Euranet+. Donc jeudi soir. Et voilà. Voilà ce que j'avais pour vous ce soir. Donc voilà. Follow la chaîne. Viendez rejoindre ma bande. Faites-moi des retours pour la prochaine saison et tout le tintouin. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et bah écoutez, je vous vois demain, ou je vous vois dimanche, ou je vous vois à un autre moment. À fort bientôt tout le monde. Ciao.